Bourg, il fait 2 degrés, il y a une grosse tempête. Et hier soir, on mangeait dans un restaurant de fruits de mer, comme vous avez ici au bord à Salé. Ils nous ont dit de vite rentrer, parce qu'il y avait une vague régulièrement, ils sont envahis par l'eau, et il y a des vagues de 2 mètres. Donc on nous a fait rentrer précipitamment. Enfin, voilà. Donc ça change beaucoup. Le soleil fait du bien. Bon, je vais vous parler un peu des produits méso-esthétiques que j'aime bien. On va d'abord parler du mélasma et de ce qui est caractéristique pour eux, qui est le masque Dermamélane. Ensuite, je vous dirai un petit mot de mésothérapie. Nous parlerons ensuite des injectables. On vous présentera les différents produits de chez eux. Alors, ils en ont tellement que de toute façon, moi j'ai refusé d'en parler, à part le Dermamélane qui est très très particulier. Les autres produits, c'est Asma qui vous en parlera, hein, chacun son travail. Hein, elle vous expliquera un petit peu parce que je ne sais pas toujours ce que vous avez vous chez vous et ce que j'ai chez moi. On a des fois des variantes. Et puis, ils ont beaucoup de produits. Donc, il faut aussi retrouver un petit peu dans tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en choisir 4 ou 5. Et puis, vous les connaissez à fond et c'est bien. Et puis après, on parlera un peu donc, du comblement. Là, c'est plus simple. Et après, on parlera on fera des démonstrations. On fera une petite pause à 5 heures. On va essayer de respecter le timing pour le tea time. Hein, voilà. Et puis après, on injectera. Voilà. Je crois que j'ai 2 patientes à injecter. Alors, le mélasma. Le mélasma, bon, c'est une hyperpigmentation cutanée chronique acquise. Hein. Il faut toujours revenir aux définitions quand on veut traiter. Hein, nous, on est des médecins. Vous devez avoir peut-être les mêmes soucis que nous actuellement en France. Tout le monde se met à faire de l'esthétique, sans formation, sans définition. Ils mélangent tout, ils font n'importe quoi. Donc, toujours, il faut revenir aux basiques, dire nous, on sait ce que c'est. Hein. Un mélasma, c'est des macules irrégulières, plus ou moins brunes, relativement symétriques. Sur les zones photo-exposées, en particulier la face, on se remet à parler de mélasma des avant-bras. Alors qu'à un moment donné, on disait non, non, ça n'en est pas. Finalement, c'est un photovieillissement. Et les traitements sont grossièrement les mêmes que ceux du mélasma. Et maintenant, tout le monde a tendance à tout mettre ensemble. Hein, depuis 1 an, c'est reparti dans l'autre sens. C'est surtout les femmes. Hein, surtout les phototypes 3, 4, alors c'est vrai que vous êtes au premier plan. Chez moi aussi à Bordeaux, et on en voit de plus en plus aussi parce qu'on a de plus en plus de populations métissées. Et puis chez nous, il fait un peu trop au soleil. Hein. Chez vous un petit peu moins, mais chez nous, on a du mal. Voilà. Et c'est important le retentissement sur la qualité de vie des patients. On avait fait des études qui ont démontré que quelqu'un qui a un mélasma est beaucoup plus dépressif que quelqu'un qui a un psoriasis diffus, par exemple. Hein. Le psoriasis, c'est noble. Hein, le mélasma, c'est des taches et c'est très très mal vécu. Donc on sous-estime souvent le côté dépressif de ces femmes, essentiellement, qui viennent nous voir. Et c'est vrai que moi j'en ai souvent qui pleurent en consultation parce que vraiment elles le vivent très mal. Alors que pendant longtemps, on a dit bah, elles ont qu'à se maquiller, nous laisser un peu tranquilles. Hein, c'était un peu l'attitude. Hein. Mais c'est vrai qu'elles le vivent mal. C'est multifactoriel. Depuis quelques années, on a la chance en France d'avoir des gens qui s'y intéressent. Il y a eu beaucoup d'études, beaucoup d'avancées. Hein. Et puis ça varie. Alors là, la vraie difficulté, c'est de savoir combien il y a de mélasma. Hein. 1 à 50% sont les ethnies, les régions géographiques. Hein. Le pourcentage est assez important, sûrement plus que ce qu'on estime, parce que tout le monde ne déclare pas les mélasmas. Il y a certains mélasmas qui, heureusement, partent assez facilement. Et c'est vrai qu'on ne les déclare pas. On a tendance à s'occuper de ceux qui résistent un peu à tout. Alors la couleur de la peau humaine, moi j'aime bien revenir à cette définition du professeur Jean-Paul Horton, qui était le patron de l'hôpital de Nice autrefois, et qui disait que ça va du pâle au blanc, que c'est plus ou moins coloré, le brun léger, le marron, le noir, mais que c'est un mélange de plusieurs chromophores. N'oubliez pas quand même, et c'est très important quand on va traiter le mélasma, lorsqu'on a enlevé l'hyperpigmentation, on se retrouve avec du rouge souvent. Hein, d'où l'intérêt actuel de l'acide tranexamique et des lasers vasculaires quand on traite un mélasma. Et ce rouge, c'est l'oxyhémoglobine souvent. Le jaune orangé, on essaie qu'ils ne mangent pas trop de carotène quand on veut les traiter. Et le brun, bien entendu. Les mélanocytes produisent, ça vous le savez tous, le pigment qui est transmis aux kératinocytes. Mais ça passe aussi dans les macrophages du derme. Et c'est là notre vrai problème. On a encore du mal à traiter les hyperpigmentations dermiques. C'est assez difficile. Ça, c'est une photo que m'a passée Thierry Passeron. Thierry Passeron, vous le connaissez sûrement. Il vient aussi souvent volontiers au Maroc. C'est le patron actuel de Nice. Et il a fait beaucoup de publications sur le mélasma. C'est lui en particulier qui a fait toutes les publications sur la lumière bleue. Voilà. Alors, la lumière de Wood, ça, c'est notre petit joujou. Il faut pas hésiter à regarder en lumière de Wood. Alors, lumière de Wood, pourquoi? Pour le diagnostic du mélasma, mais je dirais que ce n'est pas ça le
plus important, c'est surtout après, quand on a commencé à traiter les patients, pour leur expliquer que même, je vous montrerai des photos, que même si on a l'impression, vous voyez, cette femme, j'ai relativement bien traité son mélasma, mais il reste en profondeur du pigment qui ne va demander qu'à repartir. Hein. Il faut déjà leur dire tout de suite que c'est une pathologie chronique. On ne les guérit pas d'un mélasma, on arrive à leur redonner une peau normale, mais c'est de l'écran solaire pratiquement toute leur vie. Parce que contrairement à ce qu'on pensait, on voit des mélasmas chez les femmes ménopausées. On en voit tardivement parce qu'il y a quand même le photovieillissement qui se rajoute. Hein. Donc, c'est une pathologie de toute une vie, le mélasma. Et donc, bon voilà. Donc, les mélasmas dermiques. Alors, c'est vrai que sur les peaux noires, les peaux sombres, on a beaucoup de mal quand même avec la lumière de Wood. Les acteurs, on ne connaît pas tout sur le mélasma. Tous les ans, il y a des découvertes. Et on sait maintenant que les cellules, elles dialoguent entre elles. Le mélanocyte, bien sûr, il est au centre. Mais il va envoyer des messages, bien sûr, et ses pigments au kératinocyte. Mais il y a aussi le rôle des fibroblastes, le rôle des cellules inflammatoires, le rôle des cellules endothéliales, qui est la découverte la plus récente actuelle. Et puis, il y a des facteurs étiologiques. Hein. Il y a des familles où toutes les femmes, il y a quand même un petit facteur génétique qui n'est pas si important que ça. C'est soit une question, maman a eu un mélasma, il y en a eu dans ma famille, est-ce que je vais en avoir un? Je leur dis, vous avez hérité quand même d'un certain type de peau, d'un certain phototype, mais avec le mosaïcisme génétique, c'est pas sûr, mais quand même, elles ont une fragilité supplémentaire. Bien sûr, il y a les hormones, la lumière, le stress. Au niveau cellulaire, bon, il y a la mélanogénèse, hein, mais aussi les facteurs inflammatoires sur lesquels on insiste de plus en plus aujourd'hui. Hein. Et moi, j'appartiens à l'école bordelaise, où on pense que tout ce qui va enflammer la peau va créer certes des hyperpigmentations au passé inflammatoire, mais va aussi aggraver le mélasma. C'est pour ça que nous, on leur interdit tout ce qui est gommage, tout ce qui est acte agressif. On leur dit, il ne faut pas stresser votre peau parce que vous allez repigmenter plus, avec un mélange de pigmentation mélasma, mais aussi d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Les facteurs vasculaires sont de mieux en mieux connus. Le fibroblaste sécrète des interleukines qui jouent un rôle important. Et on sait maintenant aussi que dans les mélasmas, il y a des petits troubles de la jonction dermo-épidermique. C'est ce qui permet aussi, lié en particulier au photovieillissement, qui font que le pigment a la tendance à descendre dans le derme, ce qui est notre vrai problème. Alors, le problème du soleil, c'est qu'il faut essayer de s'exposer sans brûler. Bien sûr, il y en a plus en été qu'en hiver, ça on le sait tous. Et c'est vrai qu'actuellement, on insiste beaucoup sur la lumière bleue. Alors, la lumière bleue est très très importante parce que les gens ne s'en méfient pas. Nous, on a deux choses qu'on leur explique, c'est les UVA, parce que les patientes, elles vont mettre la crème solaire pour aller à la plage. Elles vont à la rigueur la mettre en ville, mais en voiture, elles se sentent protégées, d'autant plus qu'il y a toujours des climatisations, donc il n'y a pas d'infrarouge. Il n'y a pas d'infrarouge, mais il y a des UVA. Et on passe notre temps à leur répéter que les UVA traversent la vitre. Dans ma région, je dis que j'ai un trajet qui est mortel pour les mélasmas, c'est Bordeaux-Agen. Bordeaux-Agen, il y a une très très belle autoroute, généralement il y a le soleil de face. Et on a beaucoup de mélasmas qui récidivent quand elles font le trajet Bordeaux-Agen parce qu'elles ne se méfient pas. Quand il fait frais, elles ne se méfient pas du tout. Il y a le problème des travailleurs de nuit et de la chaleur, de la lumière intense, en particulier chez les dentistes. Il y a certaines femmes dentistes qui ont fait un peu plus de mélasma parce que vous savez, nos sialytiques, ils sont très, très, très forts en lumière bleue. Par contre, et c'est Thierry Passeron qui l'a démontré, la lumière de nos iPhones et de nos écrans n'est pas suffisante en puissance. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui voulaient nous vendre des tas de filtres à mettre sur les écrans, des tas de choses, c'est pas la peine. On n'a pas assez de puissance dans le bleu. C'est vrai que moi, en plus, j'ai tout en Apple. Apple est particulièrement réputé pour ses couleurs où il y a beaucoup de bleu, mais ce n'est pas suffisant en puissance pour déclencher un mélasma. Par contre, mon sialytique au cabinet peut me déclencher un mélasma. Nous, c'est une question de puissance et d'intensité. Les infrarouges jouent aussi un rôle, bien sûr, par les récepteurs, surtout l'endothéline. Les infrarouges vont agir essentiellement au niveau vasculaire. Et je vous ai mis les différentes protéines qui interviennent. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on s'intéresse quand même aussi au photovieillissement associé au mélasma. Le visible, le 415, ça pigmente. Et vous savez qu'actuellement, on se sert beaucoup de LED. Et moi, je fais très attention. Quand les gens ont tendance à pigmenter, j'enlève le bleu de ma LED. Même quand je traite les acnés. Parce qu'on sait que le bleu va jouer sur le Corynebacterium, mais moi, je coupe le bleu. Et méfiez-vous aussi de certains fabricants, ça arrive peut-être chez vous aussi, qui ne sont pas très corrects, parce que le vert, le vrai vert, va aider à dépigmenter. Le bleu pigmente.
Mon œil, si vous me mettez du bleu et du jaune, il ne fait pas la différence. Alors que ce n'est pas du tout pareil. Donc il faut être sûr que le verre qu'on vous vend est un vrai verre et pas un mélange de bleu et de jaune. Parce que la mitochondrie et au niveau cellulaire, ça ne va pas descendre à la même profondeur et votre peau ne recevra pas pareil. Alors il paraît qu'il y a quelques laits de bon marché qui circulent actuellement où le verre n'est pas du verre. On a appris ça l'autre jour. Voilà. Et surtout, donc, les grandes avancées actuelles, c'est tout le problème de l'élastose solaire, avec augmentation de la vascularisation dans les lésions de mélasma. Et c'est vrai que lorsque les femmes ont la peau suffisamment claire, quand on a traité le mélasma, on va faire des lasers vasculaires pour limiter tout au moins la récidive. La vascularisation, on la voit très très bien, il y a eu pas mal d'études, et il y a beaucoup d'études sur l'endothéline, qui est un peptide, qui est un puissant vasoconstricteur. Alors on pense actuellement aussi que l'acide tranexamique jouerait à ce niveau-là. Hein, il y a beaucoup d'études, parce que l'acide tranexamique, on en parlera un peu tout à l'heure, on ne sait toujours pas exactement comment ça marche. Hein, il y a plein de théories qui ne sont pas toujours justes. Les hormones, alors c'est vrai que toutes les femmes qui ont du mélasma, la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous avez une contraception? C'est pas, alors, on a quelquefois des mélasmas où c'est très net, où ça va être déclenché par une contraception, mais je dirais que c'est relativement rare et souvent, quand on arrête la contraception, ça ne va pas résoudre le problème du mélasma. C'est comme si la contraception, pour certaines, avait révélé un terrain sous-jacent, mais qui après va s'auto-entretenir. Et c'est difficile de leur faire comprendre ça. C'est vrai qu'il y a certaines, les pilules, je dirais, de première génération, on ne les aime pas trop. D'abord parce qu'elles nous favorisent l'acné, déjà, et en plus le mélasma. Donc ce n'est pas les pilules favorites des médecins. Voilà. On sait que le bêta-estradiol circulant va maintenir la pigmentation, il va augmenter les œstrogènes, et c'est vrai qu'il y a un rôle très net des œstrogènes, mais il n'y a pas que ça. Ça avait été démontré surtout qu'on traitait les cancers de la prostate chez l'homme par des œstrogènes. C'est comme ça qu'on a découvert plein de choses, les récepteurs pour les cheveux. On a découvert aussi ces pauvres hommes qu'on traitait, ils pigmentaient. Et donc, on a compris qu'à ce moment-là, il y avait ce facteur. Voilà. Alors, la thyroïde, ça ne joue aucun rôle. Ce n'est pas la peine d'embêter vos patientes. La thyroïde ne joue aucun rôle sur la pigmentation. C'est Thierry Passeron qui le dit. Moi, c'est ma Bible, si je peux dire. Alors, les médiateurs de l'inflammation, oui. Alors, c'est le vrai problème pour nous. Quelle est la part des choses entre une hyperpigmentation post-inflammatoire et un mélasma? Et c'est vrai que souvent, on a un petit peu de mal. Voilà. Les facteurs aggravants, alors moi je suis anti-IPL et anti-laser, sauf actuellement, semble-t-il, si on arrive à faire des lasers ou des IPL à très très faible dose, sans dégager trop de chaleur, avec des paramétrages très précis. Mais pratiquement, chaque fois qu'on a essayé les lasers ou les IPL, on a eu des rechutes qui étaient quelquefois pires que l'état de départ. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un traitement. En Asie, je sais, en Inde en particulier, il y a des gens qui le font, mais ils le font sur des mélasmas qui ont résisté à tout. Et il y avait un laser que vous connaissez sûrement, c'est le Fraxel. Quand le Fraxel est sorti aux États-Unis, j'ai failli en acheter un. Heureusement, j'ai attendu. Parce qu'ils avaient dit, c'est génial pour les mélasmas. 2 ans après, comme toujours aux États-Unis, tout est beau, tout est nouveau, c'est formidable. 2 ans après, c'est pire que tout. Voilà, ne le faites pas. Donc, c'est vrai qu'il faut attendre suffisamment parce que c'est vrai que si vous faites par exemple un laser pigmentaire, un Q-switch sur votre mélasma, il va partir. Mais 3 mois après, vous êtes à la case départ si ce n'est pire. Et vous ne pouvez pas faire du Q-switch tous les 3 mois à votre patiente. Ce n'est pas possible. Voilà. Les cosmétiques, ça dépend lesquels. Il y a des cosmétiques probablement qui aggravent, en particulier tous les cosmétiques irritants. La mode actuelle en France, vous devez avoir la même chez vous, c'est le do yourself, c'est-à-dire on fait tout soi-même. On a des patientes qui adorent le citron, qui mettent du jus de citron, parce que le citron, c'est dépigmentant, tout le monde le sait, mais elles oublient qu'il y a aussi des agents pigmentants dans le citron naturel. Et elles se frottent, en plus, elles font des gommages, des tas de choses, et elles aggravent avec des cosmétiques mal adaptés. Les traitements anticonvulsivants sont accusés, je dirais, d'aggraver le mélasma, je n'ai jamais trouvé. Et il y a quand même une étude qui avait démontré que dans les mélasmas, comme dans toute pathologie inflammatoire, on a une petite baisse du zinc. Donc, ce n'est pas une faute de donner un petit peu de zinc par voie orale quand quelqu'un a un mélasma. Ça ne va pas résoudre le problème, mais ça va peut-être aider son terrain. Toujours pareil, multifactoriel. Alors, le stress, c'est vrai
que le mélasma va les stresser, mais elles sont aussi, c'est souvent dans des épisodes de stress qu'on voit apparaître le mélasma par la mélanocortine, hein, par la CTH, par la MSH. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vont le déclencher. Donc nous, on leur dit, d'une manière générale, faut essayer de ne pas être stressé au niveau général, ça c'est pas évident. Moi je ne leur donne pas d'antidépresseurs et pas trop de calmants parce que j'aime pas trop. Mais on va leur interdire tout ce qui est stress local, comme je vous disais, parce que beaucoup de femmes, parce qu'en frottant, elles vont l'enlever. Au contraire, elles arrivent à nous le faire descendre au niveau du derme. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis c'est vrai qu'il y a tous les UV aussi qui jouent un rôle important au niveau stress. Alors il y a eu différents récepteurs qui ont été exprimés, je vous les ai mis là, mais c'est pas, nous je dirais en pratique, c'est pas ça. Maintenant on va arriver, qu'est-ce qui est important pour nous? Comment on le traite? Moi j'ai mis association de malfaiteurs, c'est ça. Le mélasma, c'est plusieurs facteurs. Si vous traitez qu'un seul facteur, ça ne marche pas. Et depuis qu'on sait traiter plusieurs facteurs associés, on a de meilleurs résultats. On va associer les traitements, la voie locale et maintenant la voie générale. Et le problème, c'est le traitement préventif au long cours. Donc, il faut les voir une fois par an minimum pour leur expliquer qu'il va falloir traiter longtemps. C'est quelquefois très ingrat parce que vous pouvez avoir 2 ou 3 ans, elles ne récidivent pas. Donc, elles relâchent et ça redémarre. Et c'est vrai qu'on a du mal, mais souvent quand même, elles redémarrent plus léger que ce qu'il y avait au départ. C'est déjà un moindre mal, mais il faut bien leur expliquer que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Alors, le mélasma, il y a le soleil, c'est sûr. Il y a le mélanocyte qui est au centre, vous l'avez là, il est tout beau. Mais le mélanocyte, il va envoyer des messages aux kératinocytes, en plus des mélanosomes qu'il va leur donner. Mais il va aussi envoyer des messages aux fibroblastes, on le sait maintenant, aux cellules endothéliales. Et même actuellement, il y a tout un tas d'études sur le sébocyte. Le sébocyte, la cellule adipeuse, était un peu le parent pauvre pour tout le monde, mais c'est une vraie petite glande en elle-même, et on découvre des tas de propriétés de la glande sébacée. Donc finalement, toutes nos cellules, elles sont liées, et elles passent leur temps à dialoguer, même si la cellule principale, c'est quand même le mélanocyte, puisque c'est quand même lui qui va fabriquer la mélanine. Hein. Les autres n'en fabriquent pas, mais vont stimuler. Et c'est vrai que c'est un... Alors il y a tous les récepteurs, toutes les cytokines qui commencent à être individualisées, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on voit quelqu'un, on va l'examiner. On va l'examiner, si possible, en lumière de Wood, ne serait-ce aussi que pour essayer d'évaluer. Alors, on ne classe plus, moi je ne classe plus du tout en mélasma, épidermique, dermique ou mixte. On se rend compte qu'ils sont quasiment tous mixtes. Il y en a qui sont épidermiques purs, mais très souvent, sur un mélasma, vous avez des zones qui vont bien partir, puis 2-3 régions qui vont résister un petit peu. Donc, la classification, c'est plus pour nous, pour se rendre compte de l'importance, et aussi après, pour bien expliquer à la patiente que quand on va faire des photos après l'avoir traité, que sur les photos cliniques, souvent on ne voit rien, mais qu'en profondeur, avec la lumière de Wood, si vous arrivez à faire des photos en lumière de Wood, il faut que je regarde, parce que maintenant, on peut le faire directement avec l'iPhone, mais je ne connais pas l'application. Parce que moi, je le fais avec... J'ai vu ça un jour et je n'ai pas noté l'application. Je vais essayer de la trouver pour vous la faire passer parce que je trouve ça génial. Vous faites la photo et c'est une question de filtre. Et vous mettez le bon filtre après et vous pouvez le mettre en lumière de Wood directement parce que autrement, c'est un petit peu compliqué à gérer. C'est pas très simple. Et je pense que, ne serait-ce que pour le montrer aux gens, leur dire qu'il y a des tâches que vous ne voyez pas cliniquement, mais qui sont quand même là dessous. Donc, faites attention, votre peau ne demande qu'à retacher visible. Alors, le dermamélane, c'est une association très originale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, je dirais, tous les actifs, tout ce qu'on peut pour lutter contre le mélasma à tous les niveaux. Donc, ils ont des brevets déposés. Ils vont d'abord, qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord? On va d'abord arrêter la fabrication de la mélanine. Donc, on va limiter la tyrosinase, l'hormone. Donc, ils ont démontré... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des études cliniques. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un matin on se lève en disant ça fait comme ça. Ils ont fait beaucoup de cultures cellulaires et ils ont démontré que leur mélaphénone, elle va diminuer de 56% l'activité de la tyrosinase. La diminuer, c'est important. Alors en bas, je vous ai mis différents schémas. C'est eux qui m'ont passé ces schémas, donc je pense qu'ils les ont sur des dépliants si vous voulez les récupérer. Après, ils vont mettre de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un exfoliant très très important parce que ça va... C'est un exfoliant, mais c'est aussi, on le dit souvent, un très bon anti-inflammatoire. Donc il va jouer à 2 niveaux. Tant que j'y suis, actuellement, il y a une polémique sur l'acide salicylique. Il y a une polémique parce que l'acide salicylique non rincé
l'acide salicylique à forte dose serait perturbateur endocrinien, pourrait limiter la spermatogénèse. Il y a eu toute une enquête faite par l'OMS, entre autres, qui a démontré que c'était une question de dose. Et que finalement, dans les produits qu'on utilise, nous, en cosmétique, qui sont respectueux des règles, on n'a pas ce problème-là. Mais je pense qu'actuellement, on voit arriver cette polémique parce qu'on soupçonne quelques laboratoires de vouloir le sortir et mettre une autre molécule à la place. Donc du coup, ça devient très très vilain. Ça va être comme les parabènes, on va nous l'enlever. Alors que l'acide salicylique, c'est un produit superbe qu'on connaît depuis des années. C'était le produit favori du professeur Kligman aux États-Unis. Et c'est vraiment un exfoliant génial et moi, que je trouve formidable. Donc, il n'y a pas de raison de l'enlever. Le rétinol, vous savez que c'est le dérivé de l'acide rétinoïque, enfin le précurseur, qui va stimuler aussi le renouvellement cellulaire. Alors l'avantage de leur formule, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'en mettant différents produits à des dosages un petit peu plus faibles, enfin on parlera de la tolérance tout à l'heure générale, mais ça permet d'avoir l'efficacité et d'agir un petit peu à différents niveaux. Le rétinol, j'ai aussi directement, ça avait été démontré, l'acide rétinoïque, sur la synthèse de la mélanine. L'acide rétinoïque agit à plusieurs niveaux. On le voit souvent comme un exfoliant, mais on sait maintenant aussi qu'il y a une inhibition directe de la synthèse de la mélanine. La diosmine, elle joue un rôle important sur toutes les protéines de la fonction barrière de la peau, comme la filagrine, la lorigrine, parce que bien sûr, lorsque vous avez un mélasma, comme vous avez une héliodermie, vous avez aussi tout un trouble de la jonction dermo-épidermique, vous avez tout un trouble aussi de tout l'épiderme et des kératinocytes. Donc leur idée, ça a été de mélanger les actifs pour être plus puissant, et en mélangeant les actifs je dirais à dose modérée pour avoir une excellente tolérance et agir à différents niveaux. Alors, il y en a d'autres actifs, il y en a plein dedans, c'est un peu le problème. La formule par cœur, je ne la connais pas. Donc vous avez l'acide férulique, vous avez la glycérina glabra, que tout le monde connaît, c'est la Réglisse. C'est un des anti-inflammatoires de cosmétiques le plus utilisé. La diosmine qui est remarquée là, l'hespéridine qui va agir aussi au niveau vasculaire, la cystéamine. La cystéamine est un produit très important qui revient à la mode. La cystéamine avait eu des essais, si je peux dire, de commercialisation il y a 3 ou 4 ans par des Suisses. Et ils avaient un mal fou à la stabiliser. La cystéamine, c'est un très bon dépigmentant, mais c'était un dépigmentant qui était très très instable. Et maintenant, on arrive à le stabiliser, donc on peut le mettre dans des formules, donc vous allez le voir arriver. On ne le connaît pas bien, nous, mais il arrive, puisque maintenant on sait le stabiliser. Parce que la cystéamine avait 2 propriétés difficiles. Quand elle n'était pas stabilisée, c'était un irritant majeur, et en plus, ça puait. C'était une horreur. Moi, on m'en a fait sentir. Donc, ce n'était pas terrible du tout. Donc, maintenant, on sait limiter l'odeur, et en même temps le stabiliser, ce qui est quand même très important. Donc là, vous avez à droite les différents niveaux d'action. Je ne sais pas si vous voyez, les différents niveaux d'action, aussi bien au niveau vasculaire qu'au niveau distribution des mélanosomes. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Vous allez essayer d'agir numéro 1 sur la tyrosinase, sur la synthèse de la mélanine. Vous savez que la mélanine, elle va être synthétisée dans des petits mélanosomes. Les mélanosomes, ces petits grains qui vont migrer pour aller vers les kératinocytes. Et actuellement, on sait qu'on diminue aussi ce transfert le long des bras des kératinocytes. Après, on va limiter la distribution aux kératinocytes et on va augmenter l'exfoliation. Donc en agissant déjà à tous ces niveaux, vous allez limiter la pigmentation. Et en même temps, vous allez jouer sur les facteurs vasculaires et sur les facteurs du derme, qui sont aussi des stimulants par le biais des cytokines de la fabrication de la mélanine. Donc c'est vraiment un produit qui est assez complet et qui va agir à tous les niveaux. Alors, comment on s'en sert? Au début, ce n'est pas évident. Parce que moi je disais c'est la moutarde, la moutarde de Dijon, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a deux choses, et c'est là où c'est important d'expliquer longtemps aux patients. Alors le nouveau protocole est plus court que ce qu'on avait avant. Avant on laissait un temps d'application qui était très long, maintenant c'est 4 heures, ce qui est quand même un petit peu plus simple à gérer. Avant c'était au moins 8 heures. Donc les gens repartaient chez eux avec et ils en mettaient partout. Bon, alors soit on les garde au cabinet, soit on enlève au bout de 4 heures, ça dépend un peu comment vous êtes installés. Mais leur astuce, c'est d'une part le masque qu'ils ont inventé par-dessus, le masque ionique, et deuxièmement, c'est surtout d'insister beaucoup sur les soins à domicile.
Parce que justement, si vous faites juste un masque Dermamélane, qu'il n'y a pas de suivi derrière, vous n'aurez pas un bon résultat. Il faut vraiment convaincre le patient. Et d'ailleurs, dans les packs, moi, j'achète les packs en même temps et je remets le pack au patient. Parce que quand on leur dit de le faire, ils disent oui, oui. Ils vont aller acheter autre chose ou mettre autre chose. Ils ne le font pas les 3/4 du temps. Donc, il faut vraiment insister dessus, puisque la composition, c'est à peu près la même que le produit actif que vous mettez au cabinet, mais moins fort. Par contre, on va en parler du traitement à domicile. Au début, et je le dis, et ils le savent, j'ai eu des soucis. Parce qu'au début, on nous le faisait mettre très précocement. Maintenant, c'est qu'il faut attendre 15 jours avant de le mettre. Moi, j'ai eu des irritations, d'autant plus que j'avais pris des gens, des mélasmas qui avaient résisté à tout. Et justement, ils étaient très, très irritables et ça m'avait posé des problèmes. Alors que maintenant qu'on a appris, nous aussi, à mieux manier, on a moins de soucis. Alors, en pratique, comment ça se passe ? On va avoir tous les ingrédients que vous avez en bas. Vous avez aussi l'acide kojique. Vous savez que l'acide kojique, ça vient des champignons. Donc, c'est très, très utilisé. L'acide kojique, rétinol, l'acide férulique, le résorcinol, la cystéamine, le magnésium, l'hespéridine, la vitamine E. Donc, c'est une formule très complète que vous allez appliquer vous-même. C'est pas très compliqué. Moi, je prends des spatules en bois et j'applique à la spatule en bois tranquillement. Après, une fois que vous l'aurez fait, vous allez mettre un masque. Je crois que c'est après. Voilà. Alors, le masque, c'est quelque chose de particulier. C'est un masque très, très, très particulier qui est avec des ions qui vont renforcer l'efficacité, ce qui explique qu'on peut laisser moins longtemps. Ça va permettre d'accélérer la pénétration du produit. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on a fait des cours, et même on était un peu gênés parce qu'ils appellent masque la crème moutarde, et après il y a le masque tissu qu'on met par-dessus. Donc, c'est deux masques. Et c'est vrai que quelquefois, les gens ne comprenaient pas trop, masque, c'est quoi le masque et qu'est-ce qu'on fait. Je leur ai dit, moi je dis à mes patients, j'applique la crème à la moutarde et je mets le masque tissu par-dessus. Comme ça, c'est beaucoup plus clair et on comprend ce qui se passe. Alors, ils ont une technologie liposomale qui permet justement d'améliorer la pénétration. Voilà. Alors, en pratique, c'est comme ça que ça se passe. Vous mettez, alors elle est moins marron qu'avant. Ça, c'est une de mes patientes, vous pouvez la photographier parce qu'elle était OK. Voilà. Donc, vous mettez votre moutarde. Honnêtement, vous prenez une spatule. Alors, bien sûr, on nettoie bien la peau avant. Vous nettoyez, il y a un pré-peeling, vous nettoyez. Vous mettez votre moutarde, ça fait pas mal du tout, et vous mettez le masque. Et soit vous la gardez 4 heures, soit elle part comme ça. Il faut bien leur expliquer, par contre, au bout de 4 heures, qu'il va falloir rincer gentiment, mais ça se rince très facilement. Ils nous ont dit tous qu'il n'y avait pas eu de souci. Ça se rince très facilement, et c'est pas, ils n'ont pas besoin de frotter trop fort non plus. Et après, on leur met des hydratants. Voilà. Alors, le principe, donc, c'est d'associer. Alors, qu'est-ce que je fais souvent ? Maintenant, quand j'en fais, alors moi, je le réserve, c'est vrai, je ne traite pas tous mes mélasmas comme ça, honnêtement, parce que c'est un petit peu lourd. Ça a quand même un certain coût, il faut le reconnaître. C'est très efficace, mais je le réserve aux mélasmas qui ont un petit peu résisté au traitement, je dirais, classique, habituel. Et dans ces cas-là, c'est des gens que je suis de très près. Donc, je les revois au bout de 3 ou 4 jours pour leur faire des LED. En général, quand vous ne savez pas quoi faire, vous faites une LED rouge. Bon, j'ai aussi du vert au cabinet, j'ai 2 LED. J'en ai qui fait du vert pur, mais très souvent, je les mets sous la LED rouge, ne serait-ce que pour avoir le côté anti-inflammatoire, et surveiller ce qu'ils vont faire à la maison. Parce que le problème, souvent, c'est ce qu'ils vont faire à la maison, ce qu'ils vont mettre. Donc, il faut leur mettre en suivi. Moi, je mets des crèmes qu'on a ici, ou autrement, très souvent, j'ai ma petite patouille à moi, c'est-à-dire pendant 2 jours, je leur mets un corticoïde. Et je trouve que ça marche très bien. Et après, je reprends associé aux crèmes hydratantes. Et au bout de 15 jours, c'est moi qui donne le feu vert pour commencer le traitement d'entretien à la maison. Parce que s'il y a une petite irritation, comme ce sont des actifs assez puissants, vous allez rajouter l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc, c'est moi qui dis, au bout d'une semaine, 10 jours ou 15 jours, maintenant, vous pouvez commencer à appliquer le traitement à la maison, la crème à la maison, en commençant un soir sur 2. Et si ça pique, vous me téléphonez et on arrête. Et depuis que je fais ça, ça marche très bien, j'ai plus de problème. Et après, on va leur expliquer surtout de mettre la crème solaire. Tous les matins. Alors hier, j'ai vu un appareil superbe.
parce que tant qu'à faire à être en Hambourg, j'ai visité un centre de recherche. Je vais voir si on peut l'avoir en cabinet. Quand vous mettez la crème solaire, ça devient tout noir si vous la mettez comme il faut. C'est très rigolo. Et je ne sais pas comment mais je pense qu'on va aussi pouvoir se le faire avec de manière simple. Alors là, c'était un très très bel appareil, etc. Mais c'est très sympa parce que quand on avait quelqu'un avec nous qui avait mis de la crème solaire et on s'est aperçu qu'elle n'avait pas mis comme il faut. Et je pense que d'avoir cet appareil en cabinet ou pouvoir le montrer un jour aux patients, ça peut leur montrer comment mettre, oui ou non, la crème solaire. Mais c'est impressionnant, hein. Moi, ils m'ont pris en photo, vous êtes devant un miroir, vous avez, alors moi j'ai des petites taches, bien sûr, comme tout le monde, on me fait mettre la crème solaire, ça devient tout noir. C'est très impressionnant. C'est encore joué avec de la lumière, mais ce n'est pas la vraie lumière de Wood, c'est autre chose. Je vais essayer de voir comment on peut faire, parce que je pense que ça peut être utile pour nous, pour expliquer aux patients qu'ils ne mettent pas leur crème solaire comme il faut. Oui. Au début, 1 jour sur 2. Au début, moi, je mets que des hydratants et de la protection solaire et 2 jours de corticoïdes. Moi, maintenant, tous mes mélasmas, je mets 2 jours de corticoïdes tellement j'ai peur de l'inflammation, systématiquement. Et puis, je les vois pour faire 1 ou 2 lettres, comme ça, je les surveille. Parce que bon. Alors, on peut faire des bilans cliniques avec le Wood, la dermoscopie, hein, et leur expliquer que c'est long, qu'il faudra recommencer, et puis voilà. Et voilà. Et il faut leur dire que c'est jamais un peeling seul. Jamais, jamais, jamais. Parce que eux, ils s'axent sur le peeling, sur l'acte. Ils trouvent que c'est un acte puissant, ils ont bien compris. Et automatiquement, pour eux, c'est une fois qu'ils ont fait le peeling, ils ne font rien derrière. Le fait de les revoir, d'abord, ça fait un suivi et ça permet de rediscuter avec eux de ce qu'ils font, de voir comment ils gèrent ça. Et c'est vrai que c'est comme le vélo. Hein. Quand on tombe de vélo, quand on est jeune, il faut remonter. Et là, c'est pareil. Je leur explique, mais ça va de mieux en mieux. C'est comme le vélo. Au début, on tombe souvent, et après, on arrive à faire plein de choses avec. Et c'est exactement pareil. Ils récidivent. Ils récidiveront s'ils ne font pas attention. Même quelquefois en faisant très attention, et c'est un peu ingrat. Mais jamais autant qu'au départ. Il y aura toujours un mieux. Hein. Et puis, il faut qu'ils aient une... Alors moi, je les rassure aussi en disant, vous aurez moins de rides que les copines. Il y a ça aussi. Hein. Bah oui. Puisqu'ils vont mettre une très bonne protection solaire, et ils auront une peau, en plus il y a de bons hydratants, donc ils auront une peau qui sera bien hydratée et qui aura moins de rides. Il faut aussi leur donner un côté positif, parce que le côté crème solaire, souvent, les patients, ils ont moyennement envie, au bout d'un moment, ils en ont marre. Donc il faut leur vendre la crème solaire, hein, outre le fait qu'ils auront moins de cancer de la peau, ce qui est aussi pas mal quand même. Voilà. Alors moi je m'occupe, tant qu'à faire, je vous ai remis, si vous avez des effets secondaires, de nous les envoyer sur le site de Vigilance Esthétique où on collecte. Justement, c'est comme ça. Moi je pensais que j'étais la seule à en avoir au début, parce que je ne m'étais pas bien. Et j'ai une amie qui fait beaucoup de dermamélane, qui s'appelle Françoise Roudil, certains de vous la connaissent peut-être en France. Et pareil, elle m'a dit au début, je mettais trop tôt. Hein. Donc ce sont des produits puissants. Donc, il faut apprendre au début à les mettre, mettons 1 jour sur 2. Puis c'est toujours pareil, quand on met un produit à la maison, il y a des gens qui ont la main lourde, il y a des gens qui n'ont pas la main lourde. Hein. Donc, je leur dis, vous y allez doucement, on a le temps. Quand on gère un mélasma, on sait qu'il va falloir du temps. Ce n'est pas en 24 heures qu'on va résoudre le problème. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Alors, ça dépend. Alors, ça dépend. Honnêtement, ça dépend vraiment des patients. Souvent, je les revois et ça m'arrive de faire une deuxième séance à 3 mois. 3 mois après. J'essaie quand même d'espacer parce que le traitement qu'ils font à domicile, ils vont le faire pendant 2 à 3 mois. D'accord ? Hein ? Elles vont le faire pendant 2 à 3 mois. Donc, l'intérêt, c'est de faire la deuxième séance si vraiment le premier traitement au bout de 2 mois, 2 mois et demi, parce que moi, elles ont 15 jours après la première séance où on ne fait rien, entre guillemets. On fait juste la protection, on hydrate. Et après, juste la protection solaire, l'hydratant. Oui. Mais ça s'appelle pas énormément, hein, le dermamélane. C'est pas comme certains autres peelings où ça s'appelle, mais pas... moi qui fais des TCA cognés, voilà. Mais c'est souvent... Alors, la majorité, moi, j'ai fait 2 séances. Hein. Mais c'est aussi des mélasmas résistants, mais j'ai fait mes 2 séances espacées de 3 mois. Hein. Parce que je les laisse aussi utiliser la crème à la maison
correctement et suffisamment longtemps. Moi, ça m'est arrivé une patiente, on devait refaire un dermamélane, elle est arrivée, c'était visiblement, on ne voyait plus rien. Donc, pas d'intérêt. Dans ma patouille actuelle, je rajoute de l'acide tranexamique. Béros. Les 3 mois. Hein, nous, en France, maintenant, on est tellement pollués, si je peux dire, par Thierry Passeron, que nous, on met tout le monde. Hein, on fait 250 matin et soir, 3 mois. Parce que toutes les publications, c'est ça. Et je pense que ça renforce. Hein, honnêtement, c'est assez important, ça renforce vraiment l'efficacité. Alors actuellement, on est en train d'essayer de préparer avec... Alors, est-ce que vous l'avez, le produit à la vitamine A? Est-ce que vous l'avez, l'acide rétinique? On a un produit que je découvre, que je n'avais pas eu, et on a un dérivé de vitamine A qui vient d'arriver, hein, et qui permet de préparer. Hein. Parce que moi, j'avais essayé de préparer la fédère, alors là, c'est catastrophe. De toute façon, elles en mettent trop, elles s'irritent, c'est trop pro-inflammatoire. Préparer aux acides de fruits, ça ne marche pas bien. Donc souvent, moi, je préparais pas trop. Alors, la préparation actuelle, si j'ai bien lu ce que font, c'est Françoise Roudy, elle en a eu, elle, avant moi. Elle commence un mois avant. Un mois avant, elle commence. De toute façon, l'intérêt aussi, si on peut, c'est de leur faire mettre de la crème solaire un mois avant. Ou au moins 15 jours avant. Parce que déjà, il y a un petit repos pigmentaire. Et le fait d'avoir un repos pigmentaire, vous avez la peau qui est moins irritable, etc. Mais c'est vraiment, faut les encadrer. De toute façon, je ne sais pas comment vous gérez, mais nous, on a les rendez-vous tellement loin que voilà, on a du mal à faire moins. C'est ce qu'on vient de dire. Moi jusqu'à présent, je ne préparais pas. Mais on s'est aperçu qu'ils ont créé une crème avec des dérivés de vitamine A qui permet de préparer. Pour l'instant, je n'en ai pas l'expérience parce que chez moi, il a fait beau aussi. Donc, c'est vrai que moi, les traitements un peu lourds, les peelings lourds, je vais les commencer maintenant. Hein. Il fallait, nous, qui débronzent. On a eu un été très, très long et très chaud. Donc, je trouve que ce n'est pas le moment de traiter, de faire des peelings. Là, maintenant, on va commencer à les gérer. Je sais que j'en ai un la semaine prochaine. Donc, j'en ai une qui vient pour. On va discuter et on va voir ce qu'on fait à ce moment-là. Mais si je peux, je vais la préparer parce que je pense que comme pour tous les peelings, si on prépare la peau, on a de meilleurs résultats. Voilà. Par rapport toujours dans le traitement du mélasma, vous avez dit qu'il faut associer d'autres traitements. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'hexacil? Mais c'est ce que je viens de dire. Je donne de l'hexacil par voie orale, systématiquement, matin et soir, 250 mg, 3 mois. Hein, pour avoir un meilleur résultat. Et honnêtement, je trouve que ça marche très bien. Alors, on est devenu aussi meilleur parce qu'on sait moins irriter nos patients. On irrite moins nos patients avec les peelings, mais il y a aussi le fait que l'hexacil qui nous aide. Alors, l'été, quand il fait très beau, on leur donnait de l'acide tranexamique. Mais finalement, moi, j'en ai plusieurs qui ne l'ont pas pris. Hein, elles vont le commencer maintenant et on va commencer le dermamélane en même temps. Voilà. En même temps. Ah oui, ça, vous craignez rien. Je crois que à moins d'irriter, mais il n'y a pas de problème. L'acide tranexamique, il y a eu une étude d'ailleurs qui est sortie, qui est importante pour nous, qui dit qu'il n'y a pas de bilan à faire. Si les gens n'ont pas d'antécédents, ils ont fait une énorme étude, hein, si on n'a pas de risque supplémentaire. Si les gens ne sont pas obèses, si les gens n'ont pas des antécédents de phlébite à répétition ou certaines pathologies rares, hein, on le donne, même les très très gros fumeurs, voilà, mais on peut le donner sans arrière-pensée, sans faire de bilan. Hein, parce qu'on s'est tous posé la question, puisqu'on en donne de plus en plus, est-ce qu'il faut faire des bilans? La réponse est non. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, et puis j'écoute. Voilà. D'autres questions, remarques? De toute façon, tout à l'heure, on va poser la petite moutarde claire, puisque maintenant elle est plus claire. Alors là, je vais vous parler un petit peu de mésothérapie. Alors la mésothérapie, ça revient à la mode. Très à la mode. Alors, où est-ce qu'il est bon? Il est derrière. Hop, voilà. La mésothérapie, c'est une technique qui était un petit peu passée de mode chez nous et qui revient énormément. Actuellement, il y a même beaucoup d'études. Moi, je participe à une étude où on teste 2 produits de mésothérapie. Et c'est une étude européenne internationale. On teste 2 produits de mésothérapie avec une randomisation à l'aveugle, etc., etc.
Alors que la mésothérapie était un peu oubliée, finalement tout le monde s'est rendu compte que c'était très utile et on verra que ça sert à beaucoup de choses. Alors, la mésothérapie, je vous ai mis ce à quoi correspond la mésothérapie, c'est peu, rarement et au bon endroit. Un tout petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Michel Pistor, c'est une invention française, hein, tant qu'à faire. Hein. Et c'est vrai qu'il injecte par voie intradermique ou subcutanée des mini-doses. L'intérêt de la mésothérapie, c'est que vous court-circuitez le cycle hépatique, vous court-circuitez la voie générale. Hein. Et au début, la mésothérapie, c'était essentiellement pour des troubles articulaires, ce qui permettait de gérer des douleurs en injectant directement dans des genoux ou ailleurs, sans faire avaler des anti-inflammatoires et avoir tous les problèmes associés. Donc c'est comme ça que la mésothérapie a démarré. Mais au début, ce n'était pas très reconnu. Ça a mis beaucoup de temps avant que l'Académie de médecine reconnaisse la mésothérapie. C'est 87, alors que c'était déjà pratiqué depuis longtemps. Hein. Mais c'était un peu considéré comme une médecine un peu parallèle. Hein. Voilà. Alors la définition, c'est d'abord la mésothérapie, c'est médical. Hein. C'est vrai qu'on insiste beaucoup dessus, parce que les problèmes qu'il y a eu de mésothérapie il y a quelques années, hein, il y a eu des gens qui ont eu c'était des mycobactéries atypiques, hein, après des séances de mésothérapie. Hein, mais de mésothérapie, si je me souviens bien, qui était pour de la cellulite. Hein. Alors ça avait fait un gros scandale à l'époque, et moi je sais qu'on avait été à la HAS, on était allé un petit peu partout. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il s'était passé que le médecin qui faisait ça, il rinçait, c'était d'abord utilisé du non jetable, il rinçait à l'eau du robinet et désinfectait mal la peau des patients. Et finalement, actuellement, les accidents qu'on voit, les effets secondaires de mésothérapie, c'est lorsque c'est pratiqué par des non-médecins qui piquent à travers le maquillage, qui ne nettoient pas, etc. Hein. Depuis quelques années, les médecins n'ont pas de problème infectieux, heureusement. Hein, ce qui prouve que nous, on s'est nettoyé. Donc, c'est une technique médicale qu'on doit faire. Ce n'est pas la peine de mettre des gants stériles, mais vous savez injecter propre. Hein, vous nettoyez la peau avant d'injecter, c'est le minimum. Par contre, quand on fait de la mésothérapie, attention, parce que certains produits sont dénaturés par la chlorhexidine ou d'autres produits. L'idéal, c'est l'alcool à 70. Moi, je sais qu'au cabinet, pour les séances de mésothérapie, c'est l'alcool à 70. Parce que vous pouvez dénaturer certaines vitamines, certains produits. Comme mésothérapie, il reste toujours un peu de produit à la surface, c'est dommage. Hein. Il va descendre tout doucement dans la peau. Donc, alcool à 70 avant la séance de mésothérapie. Donc, c'est des faibles doses stériles, bien sûr, de produits injectables dans les différents plans de la peau pour traiter la région. La mésothérapie, c'est une thérapie régionale. Le terme qu'on entend tout le temps, qui m'agace un peu, mais les gens viennent, ils demandent du mésolift. Alors, mésolift, c'est le terme marketing par excellence. Hein. C'est la manière de traiter le vieillissement. Hein. Alors c'est amusant parce qu'ils l'emploient, quelle que soit la localisation, ce qui ne veut rien dire, mais bon. Mais vous verrez des gens qui viennent, ils veulent un mésolift. Hein. Il suffit qu'il y ait 2-3 journalistes qui aient fait des articles dessus, c'est ce qu'ils vont vous demander. Hein. Et c'est vrai que la mésothérapie, pour nous, c'est intéressant pour le visage, mais là, actuellement, nous, on fait une étude que j'ai bien aimée, cou et décolleté. Et cou et décolleté, on gagne bien, et honnêtement, c'est souvent plus facile que les injections traditionnelles. Et on a des résultats, là, moi, je suis bluffée, je pense qu'ils vont publier. On a vraiment, en 3 séances, on a des gens qui ont eu des décolletés, qui ont énormément réagi, et des gens qui avaient vraiment des rides, hein, on n'a pas pris des gens pas marqués. Donc, la face interne des bras, on peut en mettre partout de la mésothérapie, c'est tout l'intérêt. Bon, après, c'est un problème de prix aussi, de temps passé, etc. et d'indication. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Sous la face dorsale des mains, ça marche bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la mésothérapie? Elle va déclencher un phénomène inflammatoire et une cicatrisation. À partir du moment où vous piquez, vous déclenchez quelque chose, hein, et la peau va cicatriser. Il y a d'ailleurs des gens, je ne sais plus si j'en parle plus loin, il y a des gens qui font ce qu'ils appellent la mésothérapie sèche. Là, je trouve que c'est un peu abusif. Hein. Mésothérapie sèche, ça consiste à piquer sans rien. C'est vachement économique. Hein. Tac, 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 tac. Bon. Et ils disent qu'au bout de 10 séances, on a un résultat, tout au moins pour le vieillissement. Franchement, je pense quand même qu'il vaut mieux mettre des actifs. Hein. Bon. Mais ça prouve que le fait de créer une inflammation, le fait de booster le fibroblast, il va bosser, c'est sûr. Hein. Mais quand même. Et puis là, la mésothérapie actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On va apporter de l'acide hyaluronique, on va apporter des vitamines, on va apporter des acides aminés, on va apporter plein de choses, on en profite. Mais par contre, n'oubliez pas quand même, parce que souvent, moi je vois des gens qui disent qu'ils font de la mésothérapie, ils enfoncent des aiguilles à la verticale.
on n'est plus tout à fait dans la méso. La méso, théoriquement, tout au moins celle qu'on fait nous, c'est épiderme, derme, hypoderme. Or, l'épiderme, ce n'est pas très épais. Hein. C'est 1,5 maximum dans les zones où c'est très épais. Quand vous envoyez qui sont en contact osseux au niveau du cerne, c'est plus de la mésothérapie. Je suis désolée, hein, ce n'est pas de la mésothérapie. Le derme, 3 mm maximum, puis l'hypoderme. Alors, la mésothérapie, elle va donner un stress mécanique du fibroblaste. Hein. C'est pour ça que vous avez des appareils qui sont avec des pompes et qui vont faire pour avoir un stress assez répétitif, assez bien. Moi, j'ai participé à un concours un jour à Nice. On était 2 dermatos, on a eu la honte de notre vie, si je peux dire. On était contre des mésothérapeutes qui faisaient de la mésothérapie toute la journée. Et c'était, les patients étaient bandés et nous, on les marquait plus, on était moins bons. Et je les ai vus, ils sont comme ça, la main, tac, 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 tac. C'est bon. Moi, j'en fais, je crois, pas assez pour avoir encore le coup de main comme eux, hein, mais c'était des gens qui faisaient ça du matin au soir. Ils avaient vraiment un mouvement du poignet qui, moi, m'a assez étonnée, et surtout, ils marquent très peu. Souvent, nous, quand on en fait, on marque un petit peu nos patients. Il faut le reconnaître. Hein. Mais c'est vrai que ces perforations, c'est important. Vous savez que maintenant, on fait des petits trous partout. Hein. Et l'autre intérêt, c'est le stress chimique, puisqu'on va amener des éléments nutritifs qui vont donc, des vasodilatateurs. On peut amener plein de choses en mésothérapie. Mais toujours des produits prévus pour être mis dans la peau. Hein. Vous amusez pas. Là, je gère le cas d'une patiente. Peut-être que j'essaierai de vous montrer les photos tout à l'heure, qui a eu, soi-disant, une mésothérapie faite par une consoeur. Elle a fait des papules, elle s'est trompée de produit. Elle a pris un cosmétique non injectable et ça fait 2 ans. Là, j'ai réussi à ce que ça soit plat et on a du mal. Pour l'instant, on a encore de l'érythème qui persiste. Mais c'était monstrueux. Quand je l'ai vu arriver au cabinet, j'étais bien embêtée. Et c'est un produit qui était non injectable. Donc faites attention, il faut prendre que des produits qui sont prévus pour. Il ne faut pas mélanger tout. Alors, les indications, c'est d'abord le vieillissement, hein, mais ça peut aussi améliorer la circulation. Hein. C'est vrai que la mésothérapie, en cette saison, c'est idéal. Il y a eu l'été, avant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, les gens, ils adorent. Bon, les petites ridules, pas les rides. Hein, on avait fait une étude sur les rides, le code-barre de la lèvre supérieure. Il faut répéter beaucoup les séances. On améliore un peu, mais bon, point. Par contre, ça améliore relativement bien les rides parajugales. Hein. Les rides de la joue, les petites rides de la joue, parce qu'il y a beaucoup de manque d'hydratation souvent dans ces rides. Et ça s'améliore bien en mésothérapie. Mais ce n'est pas les stades de Glogo qui sont très très extrêmes. La dame qui a une dose énorme et qui a des grosses rides, bon, en mésothérapie, vous allez améliorer sa qualité de peau, mais il ne faut pas lui promettre que vous enlevez ses rides. Hein. Là, ça ne serait pas correct. Alors c'est vrai qu'actuellement, on s'est rendu compte quand même, parce que j'ai marqué les taches cutanées, pas les taches cutanées, beaucoup de produits de mésothérapie améliore quand même la qualité de la peau et les taches éclaircissent un peu. Un peu. Il ne faut pas dire aux gens, je vais vous enlever tous vos lentigos, votre mélasma avec la mésothérapie. On aimerait bien, mais hélas, non. Mais par contre, c'est vrai que ça éclaircit, c'est souvent les patients qui nous l'ont fait remarquer parce que nous, on ne regardait pas assez. Voilà. Alors, main, cou, décolleté, c'est vrai qu'il y a des études. Alors, il y a une étude d'un monsieur qui s'appelle le professeur Kirchner, qui avait démontré une augmentation de l'élasticité cutanée après des séances de mésothérapie. C'est toujours la mésothérapie, ce n'est pas une séance. C'est au moins 3, voire 4 séances. Ça aussi, il faut bien prévenir le patient que ce n'est pas en une fois qu'on va faire, ça serait magique, hein, 3 petites piqûres et puis c'est fini. Non, il faut répéter avec un timing assez précis si on peut. Et c'est vrai quand même que ça fait du bien. On a des jeunes, mais quelqu'un qui est jeune, vous allez faire 3 séances. Quelqu'un qui est plus âgé, on sera plutôt sur 4 ou 5. Ce qui est assez logique aussi. Hein. C'est très logique la mésothérapie, hein. C'est pas compliqué. En pratique, c'est un acte médical. Donc n'oubliez pas la consultation préalable. C'est très important, nous on insiste beaucoup dessus. Il faut informer le patient. Je vais devoir faire plusieurs séances, etc., etc. Le consentement éclairé, le devis, les cosmétiques associés. Moi, après une séance de mésothérapie, je les mets sous LED, parce qu'il y a toujours un peu de produit qui reste à la surface de la peau, pour pas qu'elle reparte tout de suite et qu'elle s'essuie n'importe comment. La LED permet de finir d'assimiler un petit peu le produit. Et c'est vrai que j'aime pas trop qu'elle mette des crèmes derrière. Je sais qu'il y en a qui le font. J'aime pas trop parce que j'ai fait des petits trous. Donc j'aime bien quand je fais des petits trous attendre un petit peu avant de mettre des crèmes. C'est pas toujours évident. Il faudra expliquer le protocole, il faudra expliquer qu'on va quand même entretenir la peau. Et qu'il y aura des crèmes solaires à mettre, bien sûr. Ça, c'est une consoeur qui est mésothérapeute, qui a cette fiche.
Elle m'a dit, bah, tu peux la passer si tu veux. Ça, c'est sa fiche de préalable au traitement de mésothérapie. Donc, bien sûr, nom, prénom, etc. Les antécédents d'herpès. Parce que c'est évident que quelqu'un que vous allez piquer plein de fois, s'il y a des antécédents d'herpès, il vaut mieux prévenir. Hein, parce que, puis, vous savez bien que vous faites de l'herpès? Non. Vous avez des boutons de fièvre? Oui. Bon. Ah, ça, c'est typique de l'interrogatoire. Il faut toujours demander. Les médicaments. C'est vrai que moi, ma seule contre-indication, c'est les gens qui sont sous AVK ou sous aspirine à forte dose. Parce que comme on va quand même faire beaucoup de piqûres, honnêtement, on a quand même un risque d'hématome souvent. Alors c'est vrai qu'il y a une mode actuelle qui consiste à dire c'est pas grave, puisqu'en même temps on fait du PRP. On masse et ça fait du PRP. Je trouve ça pas très... Oui, moi j'ai vu une consoeur faire de la méso, ça saignait partout. Parce que la patiente était sous aspirée, elle me dit, c'est pas grave, tu frottes, ça fait PRP. Je dis, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Non, mais des fois, on s'amuse bien. Hein. Bon. Après, elle note l'état cutané du patient, elle note le phototype, elle note les stades de Glogo, si c'est quelqu'un qui est très ridé, pas très ridé, etc. S'il y a des taches, s'il y a des névus, s'il y a des rides. Elle note, c'est un examen, je dirais une consultation préalable à un acte esthétique qui est pas mal. Hein. Et puis après, elle fait surtout le plan de traitement qu'elle explique au patient. Alors, protocole de soins, J0 consultation. Nous, généralement, on ne pique pas le jour où on voit le patient. Il faut qu'il réfléchisse, c'est le consentement éclairé. Je pense que vous êtes aussi victime de ça. Et après, selon l'état de la peau, elle fait des fois des séances à 8 jours. Moi, j'ai tendance à les faire à 15 jours. Mais ça, c'est différents protocoles. Mais sur le patient, il faut lui expliquer et donner déjà les rendez-vous. Parce qu'après, ils oublient de les prendre. Si vous faites une séance de mésothérapie une fois par an, c'est même pas la peine. Hein. C'est si on fait, il faut vraiment avoir le timing, que tous les rendez-vous soient donnés quand ils partent. En général, moi, j'espace mes séances de 15 jours. Et puis, j'essaie de les revoir à 3 ou à 6 mois pour voir un petit peu, et quelquefois une séance d'entretien. Mais c'est vrai que quand j'ai fait 3 ou 4 séances espacées de 15 jours, j'ai souvent un bon résultat et je m'arrête là. Alors, le protocole, on démaquille, hein, on met de l'alcool à 70. Moi, je suis toujours un peu en retard, un peu stressée. Je mets de l'acétone pour améliorer la pénétration. Alors, il y a différents mélanges qui existent. Hein. Il y en a d'ailleurs dans les produits, dans certains mélanges de mésoesthétique. Parce que l'acétone va vous dégraisser, va vous enlever le film hydrolipidique de surface. Et donc, vos produits vont pénétrer plus vite. Donc ça, c'est très souvent, moi, je mets l'alcool et un petit peu d'acétone. J'aime bien. Et puis après, j'injecte. Et puis après, je vais faire des LED. Et puis, il y a aussi des masques qui existent, des masques hydratants qu'on nous vend avec de l'acide hyaluronique ou des tas de choses. Le but étant que le patient, en fin de séance, ne parte pas et que ça dégouline pas partout et qu'il fasse n'importe quoi derrière. Les masques, je ne sais pas s'ils en ont chez Mésoesthétique. Hein. Les masques qu'on nous vend avec de l'acide hyaluronique dedans, vous savez, tout ça, c'est pas mal aussi. Il y a énormément de marques. Voilà. Et puis moi, je leur demande, si possible, de ne pas nettoyer, de rien faire, de se coucher tel que, si c'est le soir, et de ne pas se maquiller, surtout derrière, pour ne pas frotter derrière. On dit 5 heures. Bon, en pratique, on pense qu'au bout de 3 heures, c'est faisable. Hein, mais bon. Le masque, c'est après la LED ou pendant la LED? Je ne fais pas le masque et la LED, je fais le masque ou la LED. Je fais rarement les deux. Comment la LED rouge? Oui, souvent je mets le rouge. Ou du rouge et du jaune. Ça leur permet de se relaxer un petit peu. Les contre-indications, bien sûr, moi je ne fais pas. Alors je sais qu'il y a des protocoles hein, de mésothérapie pour l'acné. Moi j'avoue que piquer dans des boutons d'acné, c'est pas trop mon truc. Je sais qu'il y en a qui le font. Donc voilà. L'acné en poussée, l'herpès en poussée, ça me semble évident. Tout ce qui peut être suspect de lésions précancéreuses. La mésothérapie n'est pas un traitement du carcinome basocellulaire ou des kératoses actiniques. Hein, je ne pense pas. La rosacée, il y a des protocoles qui arrivent. Ouais. L'allergie à des constituants, c'est évident. Hein. Les patients, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, le sclédématome, les patients sous AVK. Le problème, souvent, c'est la psychologie inadaptée. C'est-à-dire la patiente, justement, elle veut un mésolift. Et elle pense qu'avec ça, vous allez lui donner 20 ans de moins, etc., etc. C'est pour ça que la consultation préalable, elle est importante. Elle est fatigante, parce que quelquefois, elle vous repose 4 fois la même question. Vous croyez avoir fini et hop, on repart pour un tour. Mais il faut être sûr qu'elle a bien compris ce qu'on peut faire. Elles sont très contentes, souvent même plus contentes que moi, parce qu'il y a vraiment
un éclat de la peau, il y a vraiment un intérêt sur les petites ridules et tout qui est important, mais il faut qu'elle comprenne que ça ne va pas lui enlever ses grosses rides, que ça ne va pas, etc. etc. hein. Et puis il y a celles qui ne supportent pas les piqûres. Moi j'en ai eu une l'autre jour, rien que de voir la seringue, elle est comme ça. Je me dis écoutez, on ne fait rien. Alors c'est vrai qu'on peut mettre de la crème MLA avant les séances. Il y en a qui le font. Je le fais quelquefois, sur le col décolleté, je le fais rarement. Sur le visage, quelquefois, ça m'arrive de le faire, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut bien l'enlever, la crème MLA. Et puis souvent, vous avez je trouve qu'on marque davantage après. Mais c'est vrai que beaucoup de patientes, au moins pour la première séance, ça peut les aider de mettre la crème MLA. Mais vous savez que la crème MLA, il faut quand même la poser plus d'1 heure avant. Sans ça, elle ne sert à rien. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et puis les femmes enceintes ou allaitantes, c'est toujours le principe de précaution. Par principe, on ne touche pas aux femmes enceintes ou allaitantes. Alors les composants, c'est l'acide hyaluronique, les acides réticulés, les vitamines, enfin plein de composants. Moi, j'ai plutôt me penché sur comment on fait. Alors, moi, je fais à la main. J'avais acheté un pistolet, mais il faisait tellement de bruit que j'ai un copain qui le voulait, je lui ai passé. Mais c'était bien le pistolet. Par contre, le problème du pistolet, moi j'avais le U225, c'est qu'il faut monter tout le système. Ça m'agaçait assez vite, voilà. Mais bon, quand on en fait beaucoup et quand on fait de grandes surfaces, si vous faites visage, cou décolleté, là, ça peut être intéressant de le monter. Hein. Quand on fait, moi, je fais plutôt des petites séances, donc je le fais à la main. Les aiguilles, il faut prendre des 32 gauges, 4 mm, il faut prendre des petites aiguilles, vous n'allez pas mettre des grandes aiguilles. Il y en a qui le font à la canule. Quand on fait à la canule, on est automatiquement dans l'hypoderme. Alors, c'est la grande discussion. Est-ce qu'on est encore en mésothérapie? Ça se discute. Mais moi, je ne fais pas la canule. Et puis, il y a ce qu'on appelle les pennes, tous ces petits stylos, qui peuvent aussi vous permettre de racler la peau sans piquer. Puisque les pennes, il y a deux manières de s'en servir, soit perpendiculaire et vous tapez comme ça, comme si on faisait de la méso, comme si on piquait. Mais il y en a qui les font en balayage. Ce qui permet aussi d'être moins effractif et de marquer moins les patients. Et souvent, elles aiment bien parce qu'elles trouvent que c'est assez câlin. Le but étant d'enlever quoi? Qu'est-ce qu'on veut enlever? Le stratum corneum. On veut dépasser l'épiderme, la couche superficielle de l'épiderme. Après, ça descend. Le problème, c'est que si vous piquez, ça va très vite. Si vous faites vos balayages, il faut que le produit il infuse tranquillement. Ce n'est pas tout à fait le même temps pour que ça passe. Alors, les techniques d'injection, il y en a plein. Le plus, c'est la microponcture, tac, 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 qui peut être plus ou moins profonde, qui se fait en rafale avec les appareils. On peut faire du rétrotraçant, on peut faire des rollers, on peut faire des mésopennes, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en mésothérapie. Le tout, c'est de dominer la technique que l'on utilise et de réfléchir pourquoi je fais telle et telle technique. La vraie difficulté, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez voir tout à l'heure, j'ai fait quelques photos de techniques. Le roller, il y en a beaucoup qui les font au roller actuellement, la mésothérapie. C'est que vous avez le manche. Alors, les rollers, je trouve que c'est à la fois bien et pas bien. Parce que le roller, c'est très opérateur dépendant. Selon que vous tirez la peau, que vous appuyez plus ou moins, vous n'êtes pas du tout au même niveau. D'abord, les aiguilles, elles n'ont pas toutes la même longueur. Vous avez des aiguilles qui font 0,15, d'autres qui font jusqu'à 2,5. Puis si vous êtes sur une peau fine que vous tirez, c'est pas pareil que si vous êtes sur une peau épaisse et que vous ne tirez pas, que vous appuyez pas comme une brute. Vous ne descendez pas du tout au même niveau. Ceci dit, les rollers, c'est assez pratique pour les gens qui traitent en mésothérapie les vergetures. C'est un intérêt parce qu'on a démontré que de faire du roller sur des vergetures, en mettant des produits de mésothérapie, vous créez une inflammation. Et si vous mettez sous LED après, vous augmentez l'efficacité de la LED et du roller. Vous avez de bien meilleurs résultats. Donc c'est vrai que c'est le seul moment où je le fais moi, c'est pour les vergetures. Je fais du roller, je mets un produit de mésothérapie et je mets ma LED derrière. Mais pour le visage, pas trop, parce que je trouve que le roller, c'est pas toujours reproductible. Et puis en plus, la qualité des rollers et des aiguilles, c'est très variable. Donc, ce n'est pas toujours évident. Bien sûr, c'est que du jetable. C'est évident. Après, il y a les dermapennes. Alors, les dermapennes et les pennes. Alors, c'est pareil, c'est la guerre des pennes, si je peux dire. Chacun dit, le mien, il vibre dans ceci, cela. Je dirais, le principe, c'est de piquer ou de balayer à l'horizontale. Et après, vous apprenez à vous servir de votre penne. Et puis, vous travaillez avec. Je crois qu'après, une fois que vous en avez un, bien sûr, les petits embouts sont jetables aussi. Il y a des gens qui avaient essayé de les garder pour se servir pour le patient. Ça, c'est surtout pas, c'est pas à faire.
Et le micro-needling, c'est pareil, le micro-needling, on peut le faire avec des appareils fractionnés, des radiofréquences fractionnées, etc. Si on les règle de manière à ne pas trop descendre, vous mettez après votre jus de mésothérapie et vous frottez. Et ça descend, c'est ce qu'on appelle la propénétration. C'est ce qu'on fait aussi avec les lasers. Hein. Vous pouvez en faire, si vous avez un laser, vous pouvez en faire aussi en propénétration. Hein. Ça descend bien, puisque c'est un produit qui est prévu pour. Hein. J'ai mis quelques petites photos, ça c'est des pennes, différents modèles. En haut, c'est un truc que j'aime pas du tout, c'est les stampes. C'est ce qu'ils appellent les timbres. Hein. Je trouve que ça fait un mal de chien. Moi, j'ai essayé sur moi, j'ai dit jamais. C'est vraiment... Alors, les gens s'en servent, vous voyez, c'est ce qu'il y a à droite. Ils s'en servent pour le cuir chevelu. Mais moi, je suis particulièrement douillette, alors honnêtement, non. Hein. Ça fait mal. Alors, il y a des gens qui trouvent ça très bien, mais moi, je ne m'en sers pas. Les pennes, oui, éventuellement les rollers. Alors, les rollers, je crois qu'actuellement, on avait regardé, il y a 15 ou 20 marques différentes, 15 ou 20 tailles d'aiguilles à chaque fois, etc. Donc après, vous faites ce avec lequel vous sentez bien. Et puis ça, c'est les lasers. À de gauche, c'est un CO2. À droite, c'est un erbium fractionné. On peut jouer avec. Et les radiofréquences. Hein. Les radiofréquences, à droite, c'est la monopolaire, c'est la loctale, hein, qui permet aussi d'en faire, parce qu'elle fait des tout petits trous. Et puis autrement, vous avez notre radiofréquence, qui est une bipolaire, tranquille, et qui fait des trous pareils. Hein. Et parce qu'actuellement, l'astuce, c'est de mélanger les techniques pour avoir un meilleur résultat et faire moins de séances. Hein, c'est un peu ce que tout le monde essaie de faire, mais avec certaines précautions, bien sûr, mais pas n'importe quoi dans des trous. Je ne sais pas si vous savez, on avait démontré que les trous des lasers restaient ouverts 8 à 10 heures. Hein, donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a des effets secondaires de temps en temps, des petites réactions inflammatoires, quand les gens mettent des produits qui ne sont pas prévus pour. Hein. Voilà. Alors, selon les indications, ben voilà, le cuir chevelu aussi, c'est une grande zone de mésothérapie. Hein. C'est vraiment, on a des résultats qui sont superbes sur le cuir chevelu. Mais je vous dis, on peut en faire partout. Alors, la technique, donc seule ou associée au LED, ça pas de problème. Alors, 4 types d'injections. Maintenant, on va rentrer dans la peau, si je peux dire. On peut rester à la surface, faire l'intra-épidermique. On peut faire la plus classique, qui est l'intradermique superficielle, ce qu'ils appellent le picotage, où là, ils sont très très bons, nos mésothérapeutes. Ça ne fait pas vraiment des petites papules, c'est minime. Hein, c'est vraiment... Et l'intradermique profonde, point par point, qui est la plus classique que tout le monde sait faire. Puis après, il y a la dermo-épidermique. Mais c'est vrai, quand on discute avec Michels, vous avez peut-être vu Michels, qui est un Suisse, et qui travaille beaucoup sur l'inclinaison des aiguilles, la pénétration, etc. Parce qu'il dit, 3/4 du temps, les gens, ils sont même dans le muscle. Hein. Ils sont plus bas. Bon, ceci dit, les produits diffusent. Mais enfin, c'est dommage, si vous voulez une action cutanée, d'aller profond. Hein. Alors, bon, je vous ai remis les hauteurs les épaisseurs de peau, hein, parce que ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que quand vous prenez une aiguille qui fait 12 et que vous l'enfoncez jusqu'à la garde, bon, on est un petit peu profond. Voilà. Alors, la mésothérapie épidermique. Là, ce n'est pas la bonne aiguille, je suis désolée. C'est quelque chose de très particulier. Ça a été inventé par un... Comment il s'appelle déjà? Ça a été inventé par un monsieur dont le fils avait des problèmes de genoux. Et c'est un mésothérapeute, il faisait la mésothérapie traditionnelle et le gamin hurlait. Et le père, un jour, a eu l'idée de mettre ses anti-inflammatoires par voie locale en raclant la peau. Il s'est dit finalement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'enlève le stratum corneum et il faut que j'arrive à descendre. Alors, ce qui va bien, c'est des aiguilles, mais je trouve qu'on a du mal à en trouver actuellement. C'est des aiguilles qui font 4 cm de long. C'est des aiguilles qui sont très longues, des 30 gauges, et vous l'inclinez, vous la mettez sur la peau, et ça se courbe. Et vous faites comme une mini griffure. Alors, faut pas, c'est un peu comme avec les rollers. Les rollers remplacent très bien ça. Il ne faut pas être trop agressif, parce qu'autrement, vous allez aller jusqu'au sang, c'est-à-dire que vous êtes à la jonction. Quand ça saigne, c'est que vous êtes à la jonction dermo-épidermique. Hein. D'accord? Donc, il faut rester, il faut avoir le doigt léger. Moi, j'aime bien terminer mes séances comme ça. Parce que la mésothérapie, c'est fatigant quand on le fait à la main. Et très souvent, par exemple, au niveau du cerne, ou bien au niveau du cou, etc., je termine comme ça, je finis mon jus comme ça, tranquillement. Ça, il faut savoir la faire, et ça fait pas mal du tout, les patients aiment bien. Voilà. Alors après, donc ça, c'est l'épidermique. Qui est remontré. Il faut vraiment être très couché. Vous voyez, on est très... Et souvent, ce qui est un peu... Quand on le fait, on a l'impression que tout reste à la surface de la peau. Donc après, vous massez avec le gant et vous attendez. D'où l'intérêt aussi d'avoir la LED qui nous permet d'attendre. Après, le nappage. Donc le nappage et le picotage, ça, c'est la plus classique. Hein. Vous voyez, on n'est pas perpendiculaire. On a des aiguilles pourtant qui sont petites, mais on est à 45 degrés. Hein. On n'est pas à 90, on n'avance pas jusqu'à la garde. On picote. Et on dépose.
Le point par point, ça c'est le grand classique de mésothérapie. On fait ces belles papules. Je crois que j'ai d'autres photos, voilà. Technique d'injection, les multiponctures. Ça marche bien, hein. Et on répète. Et c'est vrai que là en haut, vous avez un cou, oui, et en bas, un décolleté, c'est très bien. Alors, autre notion aussi. Quand vous dessinez, piquez, on a eu encore 2-3 âneries. Quelqu'un qui dessine comme ça, bien au stylo violet, et qui pique dans le stylo. Donc, tatouage. D'accord? Alors, soit vous faites, comme on expliquait à un moment donné, vous faites un petit rond et vous piquez au milieu, soit vous piquez à côté. En mésothérapie, on n'est pas à 1 millimètre près. Hein? D'accord? Les gens, ils dessinent et puis ils piquent dedans. Enfin, c'est bon. Hein? Mais c'est quelquefois pris dans leur élan, ils ne font pas attention et ça fait des réactions. Là, je vous ai remis quelques photos parce que ce n'est pas évident. Alors, la dermo-hypodermique, nous, on s'en sert moins, mais ça sert quelquefois sur des peaux très épaisses. Et là, vous pincez légèrement la peau pour être vraiment dans l'hypoderme. Et ça se fait avec les 13 mm. Mais nous, ce n'est pas celle qu'on préfère. Alors c'est vrai, ben voilà, qu'est-ce qu'on a en mésothérapie? On récupère quand même bien la qualité de la peau, honnêtement. Alors moi, actuellement, je ne fais pas la mésothérapie seule. Hein. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peeling superficiel et la mésothérapie derrière. C'est ce qui marche le mieux. Et c'est vrai que les patients sont très très contentes quand on associe ces deux techniques. De temps en temps, c'est le laser fractionné et le produit de méso. Mais très souvent, c'est un peeling superficiel et c'est très facile à faire, ça prend 10 minutes. Hein. Et vous mettez votre méso derrière et vous allez avoir des résultats bien supérieurs. Alors après, c'est tout ce qu'on peut mettre dedans. Il y a plein de choses. On va vous en parler tout à l'heure. Voilà. Quand on fait de la méso, il y a des petits points partout. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions sur la mésothérapie? Tout à l'heure, on va vous parler des produits de méso-esthétique pour la mésothérapie. Et il y en a beaucoup. C'est comment? J'utilise, alors, un qu'on aime beaucoup, nous, avant, c'est le mandélique, à 30 ou 40%. On a essayé déjà avec du glycolique, mais on a moins bon résultat. Nous actuellement, alors, on a des modes aussi chez nous. Hein. Nous, en ce moment, on est très mandélique. On aime bien parce qu'il y a une énorme tolérance. Le glycolique n'a pas toujours une bonne tolérance. Finalement, le mandélique, à 30 ou 40%, est mieux toléré. Très court. Ah oui, non, je ne sais pas, on doit laisser 3 minutes, 4 minutes. Ah oui, non, c'est pas long. Hein. Et c'est vrai que vous piquez derrière et on a l'impression que c'est mieux, ça marche mieux. Actuellement, même on fait un truc qu'on appelle le ROM. On fait de la radiofréquence, on fait de l'herbium, un peeling mandélique et des fois la méso derrière. Dans la même séance. Mais parce que les patients, ils n'aiment pas qu'on fasse peu de choses. Et c'est vrai, on a essayé. Et c'est mon assistante qui a eu cette idée. Elle me dit, on va faire. Alors on a essayé sur elle d'abord. Et c'est vrai que c'est bien. C'est bien, on booste. Oui. Mais parce que vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas au même niveau d'inflammation. Vous n'êtes pas au même niveau d'inflammation. On ne fait pas un peeling fort. Hein. Je ne fais pas un peeling fort. Là, je ne fais pas un TCA ou un moyen. Je fais un peeling superficiel qui va me dissocier la couche cornée. Quand on fait un peeling superficiel, on va juste dissocier l'épiderme. D'accord? On ne crée pas une grosse inflammation. La radiofréquence, il y a déjà des points d'entrée qui sont déjà prédisposés à recevoir le produit. Donc ah non, mais je parle de radiofréquence simple. On va chauffer en radiofréquence, on va faire le peeling. Ouais. Ah, si je fais un laser, si je fais un fractionné derrière, je fais le laser après. Oui, je le fais après. Alors, on va terminer par le comblement. Ah. Parce que j'ai dit que je respecterais le temps. Oui. Oui. Chut. Pardon? Quand je cherchais ces simulations ou hypervascularisation au niveau du site d'injection, surtout les patients qui font beaucoup de méso, botox, etc. Je sais que le laser vasculaire il marche très bien, mais est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Déjà, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est des petites cicatrices toutes rouges, je le remarque surtout au niveau du front. Donc j'imagine c'est surtout dû au botox, parce que généralement c'est du 31 jours.
a moyen d'éviter cette hypervascularisation au niveau du site d'injection? Je sais que c'est pas très fréquent, c'est surtout des prototypes très clairs, mais c'est là et ça dérange. Alors moi, j'ai pas eu. J'ai beaucoup de chance. Non, 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 mais j'ai pas eu la toxine. J'ai commencé avec la MM en l'an 2000. Ça commence à faire. J'en fais beaucoup, j'ai pas. Honnêtement, j'ai pas. Les seules hypervascularisations que j'ai, c'est plutôt avec les injections. En particulier, quand on injecte les joues, chez les gens qui ont une tendance à la cuprose, on crée une petite hypervascularisation. Là, oui. Ça existe. Il faut savoir le reconnaître, oui. Mais alors, les points rouges post-injection, j'ai jamais eu. Même en méso, où des fois je suis pas très bonne, je peux avoir des petits hématomes et qui vont disparaître en 2-3 jours et tout, mais j'ai jamais rien eu de durable. Qu'elle sorte avec 2-3 points rouges, oui, hein, mais alors durable, j'ai jamais vu. Jamais. Non, en fait, c'est pas des choses qu'elle développe juste après les séances. C'est des choses, c'est des cicatrices qu'elle garde depuis 10 ans, 5 ans. Mais je pense que c'est des gens qui utilisaient peut-être pas les bons instruments. Ah, je ne sais pas, parce que moi, honnêtement, puis on m'en a jamais transmis. Si vous en avez, vous m'envoyez les photos, ça m'intéresse. Ah, ben, je veux bien que vous m'en envoyiez pour voir, parce que nous, enfin moi, j'ai jamais vu. Donc, je vous dis, la seule hypervascularisation, c'est les joues des gens en tendance cuprose, et c'est logique. Quand on leur donne des mécanismes pour stimuler la peau, en méso, j'y fais assez attention, les zones de cuprose, je passe un petit peu autour quand même, hein, parce que c'est pas là où elles sont le plus ridées souvent, et je vais faire bien le cerne, je vais bien faire les zones latérales, mais la zone médiane, si elles ont vraiment de la cuprose, là je fais quand même assez attention. Hein. Mais autrement, c'est avec des produits de comblement où j'ai vu des rougeurs sur les joues, oui. Mais des rougeurs diffuses, une petite érythrose, voilà. Comment ? Oui, non, mais j'ai bien compris, c'est les points d'injection, mais ça, honnêtement, j'ai pas vu du tout. Mésothérapie et rosacée, à stade avancé. Moi, je fais pas. Je sais que ça se fait, moi, je fais pas. Je sais qu'il y a des publications, j'essaie de les récupérer. Moi, la rosacée, je trouve qu'on a assez de mal. Alors, il y a des peelings maintenant qui viennent sortir spécial rosacée, qui ont l'air d'être pas mal. Piquer dans une rosacée... moi, mais ça regarde que moi. Hein. J'ai pas encore eu l'occasion, puis j'ai pas osé. Quand elles arrivent, elles sont des fois rien que de les toucher, elles ont mal à la peau, etc. Donc, elles ont une peau hypersensible. J'avoue que piquer dans une peau hypersensible, ça me dit rien. J'ai pas vu. Et puis pour y mettre quoi ? Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué pour les rosacées avancées, c'est que si on utilise la canule avec un très bon produit d'acide hyaluronique, on arrive à faire la canule de la rosacée, on peut passer à un stade 3, un stade 2 facilement. Oui, mais avec une canule, donc vous êtes en dessous. Vous êtes en dessous, pas la mésothérapie traditionnelle. Moi, je ne me vois pas faire une mésothérapie traditionnelle sur une rosacée. Enfin, mais je sais qu'il y en a qui le font. Hein. Mais moi, j'avais demandé justement, parce qu'on m'a demain, on m'a demandé de parler des indications médicales. Donc, j'ai appelé les mésothérapeutes qui en font beaucoup, hein, sur toute la France. Ils m'ont dit qu'ils ont des indications, mais qui sont un peu anecdotiques. Alors, moi, je n'ose pas trop. Hein. Puis c'est vrai qu'après, ça dépend ce qu'on appelle mésothérapie. Si c'est injecté sous la peau, pourquoi pas. Mais piquer à la verticale, la vraie méso, parce que pour moi, la méso à la canule, c'est pas de la méso. Enfin, dans ma tête à moi. Hein, dans ma tête à moi, mais bon, voilà. Mais c'est pour ça. Après, piquer en dessous, ben, je veux bien, mais j'adore les canules, mais on va en parler là. Voilà. Alors, les bases des injections, c'est de choisir le bon produit, de bien préparer le patient, toujours pareil, la technique et les règles des bonnes pratiques. Voilà, j'ai quand même la photo des produits de chez eux. Alors bien sûr, produits avec du marquage CE médical. Hein. Actuellement sur Internet en particulier ou partout, circulent des produits variés. En France, on a une loi qui normalement va sortir, je crois, la semaine prochaine. Les produits de comblement qui peuvent s'acheter en pharmacie nécessiteront obligatoirement une ordonnance d'un médecin. Ça y est, on a gagné. Ouais, ça a été difficile. Ouais. Parce que bon, là en ce moment, on fait une grosse campagne anti-fake injecteurs et compagnie. Moi, j'ai envoyé ma secrétaire à la pharmacie, là où elle n'est pas connue. Et alors, elle a dit qu'elle voulait du Botox. Déjà, pas toxine. Nous, on dit toxine botulique. Botox, c'est le médical déjà. On lui a dit, oui, vous en voulez combien? Voilà. Et après, elle a demandé de l'acide hyaluronique. Et la fille lui a dit, mais il faut faire attention, ça dépend lequel vous voulez, parce qu'il y en a des très forts et des plus doux. Il faut me dire où vous voulez l'injecter. Ah, la secrétaire. Voilà.
Donc on fait nos petits trucs comme ça, un peu en sous-marin, mais là ça y est, la loi elle attend la signature, mais c'est sûr qu'elle sort. Et on est très content parce que, bon, on ne pourra pas empêcher les ventes Internet par contre, qui sont un gros souci. Mais comme on fait des grosses campagnes pour le public, ça commence à savoir. Et d'ailleurs, il faudra que je vois si on peut vous passer notre charte. On a fait une charte de bonne conduite. Alors, il y a celle du groupe Laser, et on vient d'en faire une avec le GEDEC, le groupe esthétique de la Société française de dermato, où on rappelle que tous ces actes, ce sont des actes médicaux qui doivent être faits par des médecins. On avait fait toute une campagne qu'on affiche dans nos salles d'attente. Déjà, au moins, c'est l'information des patients et il y en a besoin. Donc déjà, vous produisez avec un CE médical. Je vous rappelle qu'un CE médical, c'est un CE et 4 chiffres. Parce que le CE tout seul, c'est le nounours sous la chaise ou la table. Hein. Ça ne veut rien dire. Ce sont des dispositifs médicaux. Après, il faut connaître un petit peu les caractéristiques. Et surtout, autre notion, vous lisez, alors une fois, pas tout le temps, mais vous lisez les notices que donnent les fabricants. Pourquoi ? Il y a quelques problèmes actuels de médecins qui, emballés, par exemple, vont mettre un produit volumateur, ils vont aller le mettre dans un endroit qui n'est pas l'indication de ce produit. S'il y a un effet secondaire, ils vont être condamnés. D'accord ? Il faut respecter ce qui est marqué sur les papiers. Là, nous, on est en train de se bagarrer pour ça. Et deuxième chose aussi, j'espère qu'on va y arriver, on se bagarre pour qu'il n'y ait plus les papiers. Parce qu'il y a une loi européenne qui doit passer en 2024, on ne sait pas trop quand elle va arriver, où vous devez normalement avoir, tout au moins pour nous, mais vous allez y avoir droit, hein, c'est toujours ça suit. Il faut que dans une boîte, vous ayez la notice là, en plein de langue, tant qu'à faire, mais vous allez avoir maintenant, il vous faudra qu'il y ait dedans aussi les papiers pour du consentement éclairé du patient et tout le reste, le devis et tout. Alors, l'idée qu'on a eue, là je dois aller à la NSM, chez nous, c'est de dire, nous, le Covid, on nous l'a mis en QR code. On va demander que toutes les firmes nous mettent des QR codes sur les boîtes. Parce que jeter tous ces papiers, c'est pas écologique du tout. Alors là, actuellement, on est en train de faire une grosse campagne aussi auprès des firmes hein, pour dire, ben, nous, on veut des QR codes pour la notice et pour les papiers à remettre aux patients. Si on en a besoin, on les sort. Si on n'a pas besoin, on les sort pas. Voilà. Et on ne remplit plus les poubelles de tous nos pauvres. Voilà. On essaie d'avancer sur les cabinets écologiques. Voilà. Alors, là, ouais, on est un peu dur. J'ai vu avec une bande, on est un peu casse-pied. On n'est pas forcément. Bien, ça va. Alors, la polyvalence, l'acide hyaluronique, c'est très polyvalent. Je vous en ai mis deux là pour bien vous montrer la différence. Hein. C'est des différences de réticulation. Il y en a, ça ressemble vraiment à la jelly, l'autre à du miel, je dirais. Et ben, donc, il va falloir choisir celui qui est adapté à ce que vous voulez faire. C'est d'abord si c'est une peau fine ou pas une peau fine, si vous voulez mettre en surface ou en profondeur. Déjà, c'est le minimum. Et c'est le problème des produits actuels. C'est que les produits qu'on avait avant, c'était un produit volumateur. Bon, il fallait que je m'y mette, vous avez vu mon gabarit, il fallait que j'appuie des deux mains, c'était pour qu'ils sortent. Et c'était des grosses aiguilles. Maintenant, tout est fluide. D'accord ? Donc faites attention de ne pas mettre. On a de temps en temps des gens qui mettent des volumateurs sur les petites rides fines de la patte doigt. Parce qu'il leur reste un petit peu de produit. Et ah bah oui, je ne vais pas le jeter. Moi, je ne jette pas non plus. Mais choisissez la ride adaptée à ce qui vous reste. Si vous mettez un volumateur sur une patte doigt en surface, c'est catastrophe. Hein ? Et la difficulté, c'est que nos produits, l'avantage qu'on a, c'est qu'on les passe très facilement maintenant. Hein ? Du coup, mais à contrario, il faut faire attention, on les met. Alors, la dégradation, je vous rappelle quand même que la dégradation, c'est la hyaluronidase, tout le monde le sait, mais c'est aussi les radicaux libres, la chaleur, les mouvements et les forces mécaniques. Ah. Donc, on ne va pas au hammam en sortant d'une injection. Ah oui, non, mais on voit de tout, au sauna, on fait ce qu'on veut. Les radicaux libres, c'est pareil, on essaie que les gens n'aient pas trop de soleil et pas trop d'action. Il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, quand vous piquez relativement en surface, faites attention à la glace. La glace, elle va casser les produits. Elle va les dénaturer plus vite et elle va déclencher un phénomène inflammatoire. Il faut mettre du frais, mais pas des glaçons. La glace en surface, c'est pas bon. D'abord, ça peut aussi brûler la peau, donc c'est pas bon. Il faut être doux avec sa peau. Et les mouvements, les forces mécaniques abîment aussi. Donc, la grosse séance de sport en sortant, c'est moyen. Les techniques, bien sûr, c'est canule ou aiguille, avec ou sans anesthésie. Anesthésie qui peut être de la crème locale, qui peut être une tronculaire, ou qui peut être l'anesthésie dans le produit. Et moi, j'ai
J'ai des vibreurs. J'ai un vibreur. Hein, c'est génial, les vibreurs. C'est pas toujours facile à avoir, mais c'est bien comme engin. Et puis après, il y a la technique d'injection qui va varier, hein, du rétrotraçant, du punctiforme, du bolus, du blanching, et selon le type de peau. Alors ça, c'est des vieilles DIA qu'avait fait Annick Pons-Guiraud, mais qui sont toujours d'actualité. C'est les techniques, toutes simples. À l'aiguille, hein. Alors là, c'est pareil, on est dans des produits réticulés. Donc, quand on va faire du punctiforme, ça sera plus profond. Faites attention parce qu'on a régulièrement des gens qui mettent des produits réticulés dans le derme, en surface, pas en blanching technique, mais avec des vraies papules. Et là, vous vous retrouvez, vous avez beau masser tout ce que vous voulez, ça reste. Il n'y a plus que la hyaluronidas qui peut vous en sortir. Donc, adaptez la réticulation à la zone où vous voulez injecter. Après, moi, j'aime pas la mode de l'antégrade. Il y a beaucoup de gens qui disaient, quand on pousse l'aiguille, on pousse le produit, comme ça endort et ça... Bon, c'est pas bien parce que c'est pas précis. Moi, je fais du rétrograde primaire, hein, voilà. Et puis après, il y a les différentes notions. Alors, l'éventail, hein, ça tout le monde connaît. Le nappage, quand on croise. Et ce qu'on appelle en bas la fermeture éclair, l'échelle de perroquet ou la feuille de fougère, c'est la même chose. C'est d'être en gros perpendiculaire ou avec des angles par rapport à la ride qu'on veut faire. C'est très intéressant quand il reste des petites cassures superficielles sur un sillon nasogénien ou sur les faces latérales des joues. Voilà, ces techniques-là. Je sais pas, il y en aura peut-être. Puis la canule, pour moi, c'est toujours rétrograde. L'antégrade, je ne connais pas. Voilà. Alors, les canules, par rapport à l'aiguille, hein, vous le savez tous, l'aiguille, elle a un bout tranchant et elle va projeter le produit à son extrémité, alors que la canule, la sortie du produit a 1 ou 2 mm en deçà. Donc, quand on injecte à la canule, il faut toujours aller plus loin que l'endroit où on veut injecter. On voit régulièrement des défauts parce que les gens, ils s'arrêtent trop tôt. Donc, l'ouverture, elle est latérale. La douleur, l'aiguille fait plus mal que la canule. Ceci dit, moi, le passage de canule sur moi, j'aime pas du tout. Hein. Bon, mais c'est pas la même douleur que l'aiguille, mais c'est pas sympa non plus. Hein. Et puis, quand il y a des gens qui ont des cicatrices en profondeur, ça heurte un peu, c'est pas toujours facile. C'est vrai que l'aiguille, c'est plus facile en théorie à injecter. La canule demande un petit peu de technique, mais franchement, c'est pas énorme. Et théoriquement, la canule ferait des injections plus régulières que l'aiguille. Voilà. Et puis les canules, on a des canules maintenant plus ou moins souples et plus ou moins rigides, hein, selon le diamètre de la canule et selon où on va aller, alors que l'aiguille, c'est toujours, celles pour injecter sont toujours rigides. Il y a 2 manières d'injecter à la canule. Il faut injecter relativement superficiel. Attendez, quand on dit superficiel, ça veut dire hypodermique. Hein, d'accord ? Mais vous pouvez aussi injecter profond. C'est-à-dire quand vous voulez être relativement superficiel avec une canule, vous tirez la peau et vous voyez votre canule sous la peau. D'accord ? Et lorsque vous voulez être profond, ben vous faites un pli et vous descendez. C'est très simple, c'est pas très compliqué. Je n'utilise plus de 27 gauges du tout, puisqu'il y a eu des accidents avec. Une 27 gauge peut être tranchante. Alors les 30 et les 32, je ne vous en parle pas, comme vous avez sorti au début. Il faut du 25 gauges. Hein. Alors vous savez tous, ceux qui m'ont eu déjà en cours, hein, les gauges, ça marche à l'envers, parce que c'est une mesure anglaise. Hein, si vous mettez 25 aiguilles dans un verre, c'est du 25 gauge. Si vous en mettez 30, c'est du 30 gauge. Donc c'est plus petit, le 30 que le 25, pour s'en souvenir. Parce que les gens souvent nous disent, mais le plus gros, etc. Donc le 18 gauge, c'est les plus grosses. D'accord. Alors j'ai arrêté d'acheter des 18 gauges 7 cm. C'était très bien parce qu'on partait de la pommette et on allait jusqu'au menton. Très bien, parce qu'on fait un seul trou, hop, on y va, ça fait ce qu'on appelle les happy lift, ok. Mais il reste pas mal de produits quand on a fini dedans. Ça, on s'en est aperçu, et c'est logique. Hein, comme elles sont très épaisses et très longues, ben, il vous reste beaucoup de jus à l'intérieur. Il y en a qui avaient essayé de le pousser avec du sérum et tout. Enfin bon, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter voilà, et être plus simple. Alors, où et comment injecter? Ben, déjà, on va analyser. Théoriquement, les femmes, c'est un visage plus triangulaire, les hommes, c'est un visage plus carré. Voilà. On va analyser les creux, les volumes, et puis il faut un certain sens artistique. Hein. Et on va faire, toujours pareil, un plan de traitement, la consultation préalable, les antécédents médicaux et surtout esthétiques. Très important, surtout s'il y a eu des injections avant. Et il faut leur redemander plein de fois. La mémoire collective, c'est moins de 5 ans. Donc, généralement, c'est 3 ans. S'ils ont fait quelque chose, ils oublient. Alors, il faut leur demander, vous avez du laser, vous avez des peelings, vous avez eu des produits dans la peau. Oh, docteur, mais il y a longtemps. Tant que vous ne savez pas ce qu'ils ont eu, vous ne touchez pas.
Parce que vous allez mettre un produit complètement innocent en surface et vous allez avoir des nodules, des réactions inflammatoires, etc. Donc si vous ne savez pas ce qu'ils ont eu, on ne touche pas. On fait autre chose. Les attentes du patient, c'est pareil. Hein. Quelquefois, il s'imagine qu'avec une seringue de 1 millilitre, on va en mettre partout. C'est des fois un petit peu léger. Moi, je leur dis c'est comme un petit dé à coudre. Hein. Donc imaginez, dans les creux que vous avez, ça ne va pas suffire. Expliquer, faire un devis, faire des photos. Faire des photos, c'est vrai que de temps en temps, j'oublie, je m'en veux toujours. C'est toujours les gens pour lesquels on n'a pas fait la photo qui ne sont pas contents. Toujours. Qui sont revendicateurs. Toujours, toujours, toujours. Les photos, ils sont toujours contents et ça va toujours bien. Le traitement, moi, c'est en moyenne une fois par an, guère plus. Et il faut connaître les effets secondaires, ça c'est autre chose. Hein. Alors voilà, on m'avait dit que j'allais injecter des volumes. Hein. Donc, est-ce qu'on peut arrêter le temps en restaurant les volumes? Hein, c'est la mode actuelle. Les volumes, c'est pour effacer les ombres. Hein. Et les rides, ça se fait après. Quand on injecte quelqu'un dans le plan de traitement, moi j'injecte rarement plus de 2 seringues, 3 maximum par séance. Je vais d'abord commencer par les fondations, donc par les volumes, la base. Et puis après, je ferai, là, je dirais la partie moyenne et en dernier, la surface. Okay. Il faut tout un schéma pour le faire. Et surtout, la difficulté pour nous, c'est de penser en 3D. Parce que toutes nos photos, tout ce qu'on voit, c'est toujours immobile. Hein, en particulier dans les volumes des pommettes, ça a été un grand problème. C'est que les gens, au repos, des fois, ils étaient pas mal, mais quand ils souriaient, il y avait 2 balles qui montaient de part et d'autre. Très moche. Donc, il faut toujours penser à faire bouger les patients, les regarder en mouvement et réfléchir à ce qu'on fait. Hein. C'est pareil, on regarde de face, il faut regarder 2-3 quarts et de profil. Par exemple, les lèvres, elles peuvent être très belles de face immobile et de profil, une horreur. Hein. Donc, il faut regarder les gens en 3D, il faut les faire bouger, il faut regarder, d'où la consultation préalable qui est très casse-pied. Et puis, la première demande, comme toujours, docteur, c'est ça. Quand on leur demande, vous pouvez prendre, c'est une de mes patientes, elle est OK pour. Elle m'a dit, si on ne voit pas mes yeux, j'ai enlevé les yeux, tout va bien. Elle venait bien sûr, comme toujours, 80% des gens sillon nasogénien. Ils arrivent, qu'est-ce que vous voulez? Ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Pas ça. On en fait rarement. Hein, et c'est toujours ça. Alors il faut passer du temps pour leur expliquer que c'est la joue qui a glissé vers l'intérieur et qu'on va remonter, remettre au bon niveau la pommette. Hein. On peut leur expliquer aussi, ça se voit assez bien là-dessus, que la lumière, elle doit se réfléchir au milieu de la pommette. Et là, quand elles ont la pommette qui est descendue, la lumière, elle se réfléchit beaucoup plus bas et plus interne. Et ça souvent, ça leur donne l'air fatigué. Avec le pli médio-jugal, que tout le monde appelle la vallée des larmes, mais c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà, ce pli-là. Hein. Qu'on voit très bien de 3 quarts. De 3 quarts, vous n'avez pas une courbe régulière, vous avez une espèce de zigzag. Et c'est ça, quand vous le comblez, qui tout de suite donne l'air plus en forme, donne l'air mieux, sans forcément mettre énormément de produits. Alors les zones où on va en mettre, ben, il y a la région malaire où on va en mettre pas mal, la vallée des larmes entre guillemets. La partie haute du sillon nasogénien, ça hyper casse-gueule. Hein, je vous l'ai mis quand même, parce que ça se fait. Alors si on est en profondeur à la canule, moi je le fais aussi en surface, mais en blanching technique pour être intradermique à l'aiguille. Surtout pas intermédiaire. L'artère faciale, j'aime pas. D'accord? Après, vous avez la pommette. Alors, c'est vrai qu'on aime bien les pommettes chez les femmes, comme c'est dessiné là, un peu à la Angelina Jolie, la pommette qui monte un peu en diagonale. Faites attention de ne pas faire une pommette comme ça à un homme. Ça va être une catastrophe. Hein? L'homme, il a la pommette plus basse et plus interne. Donc, chez une femme, on peut mettre pas mal en extérieur. Ça va trianguler le visage. Chez un homme, plutôt plus interne et plus bas, hein, d'une manière générale. Et puis après, il y a l'âge hein, qui fait que chez une femme, on en mettra moins chez une femme jeune que chez une femme plus âgée. Et pareil pour un homme. Les hommes consomment aussi plus de produits. Ils ont généralement une peau plus épaisse. On a une énorme demande actuellement, c'est les masséters, le carré, la mâchoire bien carrée. Et là, ça mange énormément. Hein. C'est pas, on met facilement 2 seringues et c'est assez embêtant et on n'arrive pas forcément à les masculiniser comme ça. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Hein, je vous ai remarqué les dépôts. Alors, moi, j'aime bien la tempe en profondeur, ce qu'on appelle le shotgun, hein, qui permet justement de donner du volume à la tempe. C'est très sécuritaire et ça permet de relever légèrement la partie externe du sourcil. Parce qu'on a beau avoir la toxine, elle fait pas tout, la toxine. Hein. Et c'est vrai que le fait de mettre un peu dans la tempe, et les gens ne le voient pas par contre. Il y a 2 zones que je fais énormément, c'est la tempe et le menton. Et ce n'est pas les demandes numéro 1 de nos patients. Donc ça, vous ne le faites pas la première fois. La première fois, vous allez leur faire la partie médiane.
Hein. La partie médiane, les pommettes, là, comme j'ai fait la dame, c'est tout de suite. Vous avez un effet immédiat, il y a l'effet « Ah oui, docteur, c'est super ». Et après, vous allez pouvoir leur expliquer la tempe et le menton dans un deuxième temps, pour l'équilibre complet du visage. Je fais rarement tout ça. De temps en temps, on me demande de faire donc, des full face. J'aime pas trop, parce que ça consomme pas mal de produits. Bon, je le fais de temps en temps en atelier ou autre, mais j'aime pas. Et en plus, on a fait tout un travail qui démontre qu'il y a tout un équilibre. Quand vous piquez une tempe, si vous faites des photos très précises, jusqu'à 3, 6 mois, 9 mois après, vous voyez une amélioration de l'ovale. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a un masque facial, que tous les muscles y sont liés et qui retentissent les uns sur les autres. C'est pour ça, en plus, avec le fait que l'acide hyaluronique est un inducteur tissulaire, qu'on pense qu'actuellement, on voit des gens trop ronds. On voit des gens qui font faire tout le temps. Moi, des fois, je leur dis non, on attend. Hein. Et j'ai des photos de patients, pour l'instant, elles ne veulent pas que je les montre, où j'avais comblé des plis d'amertume, où j'étais moyennement contente, que j'ai revu 2 ans après, qui venaient pour des lèvres. Le pli d'amertume était très bien. Alors qu'en immédiat, 1 mois après, j'étais un peu déçue. Je leur ai dit, mais j'ai dit, vous avez fait quelque chose? Rien. Vous n'avez rien fait, vraiment rien. Et j'ai plusieurs cas comme ça et je ne suis pas la seule. On est en train d'essayer de regarder un peu plus nos patients. Et c'est vrai que ça continue à travailler. Donc, il faut en mettre, mais pas trop. Et par étapes. Pas tout en même temps. Laissez l'acide hyaluronique travailler. Je vous rappelle que quand vous mettez 1 millilitre, vous allez avoir 1,1 ou 1,2. L'acide hyaluronique est un capteur d'eau. Donc, ne les surgonflez pas, c'est un peu tout ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, là j'ai le warning, les artères. Hein. Bien sûr, on ne pique pas dans une artère. Hein. On essaie de ne pas piquer dans une artère. Si ça arrive, on a tout ce qu'il faut pour. Hein. Et puis, là, nous, on est en train de se former tous un petit peu à l'échographie, ce qui n'est pas toujours rigolo. Mais bon, c'est bon. On essaie, puis au moins on essaie de repérer. Puis quand vous piquez, si ça saigne, il ne faut pas faire ce que font certains. Vite, ils se précipitent pour mettre le produit pour que le saignement s'arrête. Pas à faire, hein. D'accord, hein. Et puis si le patient dit aïe, ce n'est pas forcément parce qu'il est douillé. Hein. Et si ça blanchit, il faut attendre un petit peu et regarder. Il est probable qu'on a des micro-emboles plus fréquents qu'on ne pense, mais qui s'arrangent tout seuls. Hein. Donc il ne faut pas avoir la paranoïa de l'embole, mais ça existe et le savoir. Alors, je me suis amusée à quelque chose. J'ai quelques copains qui aiment bien donner leur nom partout. Alors, ça, c'est Eric Essayag, qui est installé sur la Côte d'Azur. Et Eric, il appelle ça la Natural Beauty Point. Voilà, il est mignon, Eric. On se connaît depuis très longtemps. Alors, il vous calcule des angles, des droites, des machins. Et alors, il dit, là, je fais un bolus, là, je prends ma canule, etc. Bon, ça, c'est Eric. Et puis après, vous avez dit Maillot, qui lui fait des petits points aussi, les codes, les M des codes, et nanana, et nanana, et nanana. OK. Et puis après, vous prenez le 3e larron, que je connais aussi, vous prenez Sandrine Seban. Sandrine, elle vous trace aussi sa Deep One Point technique. Voilà. Alors, comme je suis un petit peu frondeuse, j'avais fait quelque chose, je les ai mis tous les 3 en parallèle, et même si on fait pire que ça, si vous prenez un calque, c'est les mêmes points. OK ? Alors, quelqu'un me dit, appelez les points de Martine, ça sera plus simple, voilà. Hein. Mais indépendamment de ça, c'est pas ça, c'est que de toute façon, la pommette, elle est à peu près au même niveau chez tout le monde, la joue au même niveau, etc. Et j'ai oublié ceux de, comment il s'appelle, les Marocains, pour Mertz, comment il s'appelle, Belkera. Et il a aussi fait ses points. Alors lui, il vous trace des bisectrices et des diagonales. Je lui dis, écoute, moi, le compas, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je m'en sers plus. Hein. Et c'est exactement tous les mêmes points. Hein. Comment? Et je trouve qu'il faut que vous appreniez à repérer sur le visage du patient, et que vous repériez 2-3 schémas un peu simples, 2-3 lignes un peu simples, ok. Mais après, quand on en voit certains qui sortent le compas et qui sortent tout, je dis il faut quand même. Bon, c'est peut-être très chic, mais pour moi c'est une perte de temps. Voilà. Et surtout, je voulais vous rappeler qu'il faut essayer d'être harmonieux, d'être esthétique. Voilà. Vous avez vu cette dame? C'est une dame surinjectée. Voilà. Et ça, si je me trompe, voilà, c'est joli, hein. Voilà. Ça, c'est des gens qui existent. Voilà. Bon, en haut, ils sont bien connus. Les autres aussi. Hein. Il faut arrêter de faire des surinjections. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Voilà. Et puis, bon, on va y aller. On va injecter. On fait la petite pause et on injecte, à moins que vous ayez des questions.
J'ai pas trouvé une femme comme ça, il faudra que je pose pour qu'on en ait une quand même. Parce qu'on est tellement plus nombreuses. Voilà.